Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le Sans Filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Joyeux Noël! Bonne année! Dernier podcast de l'année. Oh yeah! 2020, j'espère que ça n'a pas été trop pire. On est passé au travers, on a réussi, on est encore en vie. J'ai juste bugué, mais je savais pas quoi dire. Fait que, on fait une petite rétrospective de l'année, nos coups de cœur, moments coups de cœur de l'année au podcast. On va mettre des extraits, on va en parler. Fait que c'est juste moi puis PH, mais c'est bon pareil, même si c'est pas un invité. Yes. On n'est pas pire, on est capable. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, puis en fait, ouais. Puis si vous voulez nous donner un cadeau pour le nouvel an, abonnez-vous à notre page Patreon. Pour vrai, c'est là que ça se passe. On fait des shows après toutes les shows, des après-shows qui s'appellent Encore moins de filtres, où est-ce qu'on jase, où est-ce qu'on parle du podcast, où est-ce qu'on fait du contenu, dans le fond, exclusif aux membres Patreon. Fait qu'allez voir là-dessus. Puis sinon, on le dit à la fin du podcast, mais on leur dit maintenant, merci à vous toutes et tous d'être là. Parce que sans vous autres, il n'y a pas de Sans Fil podcast. Puis sans Fil podcast, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais dans ma vie. Mais là, au moins, c'est ça. C'est là. Fait que merci beaucoup. Puis sachez qu'on lit tous vos commentaires. C'est ça. On lit tous vos On est content que vous soyez là. Ça paraît en crise. Hey, merci la gang, puis bonne écoute, puis bonne fin de 2020, puis bon 2021. Oh yeah. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette. Faut-tu dire jouer au bois? Je sais, j'ai vu ça aussi. Arnaud Soli écrit une polémique. C'est la grande question. C'est notre spécial Nouvel An. Yes. Notre podcast Jour de l'An. Dernier podcast de l'année. Pour wrap up l'année comme un beau petit cadeau. Rétrospective. Où est-ce qu'on s'assoit puis on réfléchit sur l'année qu'on vient de passer. Comment, mettons que tu aurais... Une note sur 10 à donner. Une note sur 10 à donner à ton année personnellement. Au-delà de 2020 en tant qu'année merdique pour la planète au complet. Là, mettons que tu prends ça en compte. Fait qu'enlève 2 à la note que tu donnerais à ton année normale, mettons. Là. Je dirais qu'un 5. OK. Fait qu'un 7 dans une situation normale. C'est dur à dire. Là. C'est dur à dire. Mais tu sais, mettons, mon année, c'est pas un 1. Là, même si ça a été une dure année pour tous. Ouais. On est content que ça se termine, on est content que ça achève. On espère que 2021 sera meilleur, plus paisible, plus douce. Plus paisible. Puis, tu sais, je veux dire, ça finit bien quand même, là, l'arrivée de l'avenue d'un vaccin. C'est comme déjà un peu un lever de soleil vers 2021 qui s'en vient. Ouais. On dirait que c'est ça, là. Il y a une lueur d'espoir, là. Il y a une page, un chapitre qui se termine, une page qui se tourne. Il y a comme une image qui me vient, une image poétique, puis c'est comme une lumière au bout d'un tunnel. Je suis la première personne qui pense à ça. Imagine un long tunnel noir. Mais au bout, il y a une lueur. Une lumière au bout du tunnel. Hey, t'es un génie, man. T'as pensé à ça.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait cette joke-là. Pour nos auditeurs, en fait, premièrement, merci d'avoir été avec nous pendant toute l'année. On va sûrement vous remercier encore à la fin. Mais un running gag que Dom et moi, on a eu pendant longtemps, c'était tout le temps de prendre un concept qui était vraiment évident puis cliché, tu sais, une expression ou ce qui nous tue pas nous rend plus fort, par exemple. Puis toujours essayer de l'expliquer comme si quelqu'un qui avait jamais entendu cette expression. Imagine, mettons, t'as un verre, là, OK? Dedans, il y a de l'eau ou le liquide de ton choix. Il est vraiment juste à la moitié, tu sais. Puis c'est toi qui décides si tu le vois à moitié vide ou à moitié plein. Oh my God! Mind blown. Ouais, fait que c'est ça. Moi, mon année, man... moi, je vais me donner un 3, là. Ouais, rock'n'roll. Ça a été une hostie d'année de marde, là. Autant, tu sais, mettons, en temps normal, ce serait un 5 parce que je suis quelqu'un de quand même optimiste. Mais, en disant un 5, je suis quand même optimiste, là. J'ai pas l'année de passage, mais... Ouais, c'est ça, exact. Mais là, avec la COVID en plus, man, je vais me donner un bon 3, là, à mon année, là. C'était pas une bonne année pour le bon vieux P to the H's, là. Le bon vieux PH, il est fatigué. Le bon vieux PH, il est brûlé, raide, là. Oh, mais on dirait que l'année, man, elle a duré 10 ans. C'est fou. Puis, je repense à tout ce qui s'est passé dans l'année, mettons, autant au niveau personnel que dans le monde, là. Man, tu sais, ce qui se passait en janvier, février passé. L'Australie qui brûlait, man. Tu te rappelles-tu de ça? Il y avait des photos de kangourous en feu, là. Ouais. Puis on disait déjà, 2020, là, c'est pas facile, hein? You got another thing coming. Ouais, c'est ça. Puis, non, man, c'est ça. Tu sais, mettons, moi, mettons, je fais un mini voyage en mars, je fais une couple de choses aux États-Unis, j'ai l'impression que c'était là, man, dans un autre espace-temps, là, dans une autre réalité, man, mais complètement. Mais man, c'est clair. Ah, vraiment. Puis ouais, plein de changements aussi personnels, plein de, man, tellement d'affaires. Ouais. Ah, c'est clair. On espère qu'on va ressortir grandi. Tu sais, tu me disais, on venait de... En fait, on vient de regarder les podcasts qu'on a fait durant l'année, tu sais, puis je t'ai demandé c'est quoi le premier podcast de 2020, tu sais. Ouais. Tu m'as dit Jérémy Demain, man. Puis dans ma tête, le podcast qu'on a fait avec Jérémy Demain, man, on dirait que ça fait 100 ans. Ouais. C'est tellement passé des affaires, man. C'est tellement passé des choses dans ma vie personnellement, puis sur le podcast, puis dans le monde, man, qu'on dirait que c'est même pas dans le même univers, man, toutes ces affaires-là. Ouais. Là. Mais tu sais, on faisait des blagues avec la lumière au bout du tunnel tantôt, mais j'ai vraiment l'impression, en tout cas, moi, je suis relativement optimiste ouais. pour la suite. Là, on dirait que là, tu sais, mettons, Trump est plus au pouvoir, on y a un vaccin qui s'en vient. C'est comme, on dirait que... Ouais. Une affaire qui dit qu'on dirait que, je sais pas, la prochaine année, peut-être le prochain 4 ans, là, ça va peut-être être un petit peu plus smooth, un petit peu moins tout le temps sénère ou en colère, tu sais. Ouais. Puis ça va faire du bien. Moi, j'ai l'impression qu'avec la fin de la COVID qui arrive, là, tu sais, je veux dire, indéniablement, les vaccins qui fonctionnent à 95% sont en train d'être administrés à l'heure où on se parle. Ouais. Tu sais, fait qu'en ce moment, il y a des professionnels de la santé qui sont déjà vaccinés partout dans le monde. Tu sais, ça, on voit que ça arrive, là, tu sais. Ouais. Puis, avec ça, avec la COVID qui s'en va, puis les choses qui réouvrent, puis les passe-temps qui vont redevenir choses de la vie courante, là, c'est-à-dire les sorties d'un resto, d'un bar avec tes amis, tu sais, voir du monde, j'ai l'impression aussi que ça va comme adoucir le dialogue public des gens que la seule chose qu'ils ont à faire en ce moment, c'est d'être offensés par un scandale puis sauter sur le bandwagon de ce scandale-là puis sauter sur telle cause ou telle cause. Là, je pense que ça va juste comme... Tout le monde va pouvoir respirer un petit peu, vaquer à leurs occupations puis réaliser qu'au final, tout ça n'est qu'un des aspects de la société et de la vie dans laquelle dans laquelle on existe. Là, ouais. Puis tu sais, il y a plein de... Je veux dire, la majorité de revendications qui ont eu lieu cette année ont été amplifiées par ça, sont totalement légitimes. Légitimes aussi, tout à fait. Et nécessaires. Certaines... Je veux dire, s'indigner parce que quelqu'un se fait abattre par un policier versus... les agissements d'un tel ou un tel dans une télé-réalité, c'est pas la même affaire. Deux choses très distinctes. Il y a des niveaux de gravité, puis là, on s'indigne à fond la caisse. On s'indigne quasiment autant d'un de l'autre, là, c'est ça, d'un que de l'autre. Fait que là, il y a clairement un débalancement. Mais tu sais, le podcast a pris vraiment un virage
plus social, mettons, en 2020, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on dirait que j'espère qu'en 2020, tu sais, on était reflet de la société. On n'avait pas le choix. Ben, on a toujours le choix, mais tu sais, on voulait aborder ces questions-là parce qu'on jugeait qu'elles étaient importantes puis qu'elles étaient incontournables. Puis j'espère qu'on n'aura pas besoin, finalement, de refaire ça. d'être aussi engagé socialement en 2021, puis qu'on va pouvoir faire d'autres types de podcasts avec d'autres types sur d'autres types de sujets, avec d'autres types de personnes, mais parce que le monde arrête de se faire tuer dans la rue. C'est ça, exact. Si le monde arrête de se faire tuer dans la rue, on va moins besoin d'en parler. C'était Stephen Colbert qui disait ça. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Il parlait de Trump quasiment à tous les jours au Late Night Show. Là. Puis il disait comme... Moi aussi... Genre, arrêtez de m'écrire dans les commentaires. Moi aussi, je suis tanné de parler de Donald Trump. Moi aussi, j'ai juste hâte de plus avoir à en parler. J'ai juste hâte de passer à autre chose puis de continuer à faire des jokes sur telle ou telle personne, célébrité, que Brad Pitt a fait telle affaire. J'ai hâte de faire ça. C'est ça que je veux faire. Puis je l'ai senti aussi, tu sais, puis on l'a vu peut-être un peu à la fin de l'année. Je sais pas pour toi, mais on s'en est parlé un petit peu. Là, on était un peu essoufflé par la suite d'enjeux sociaux qui arrivaient, puis que nous, étant donné qu'on voulait les traiter sur le podcast, on s'informait, puis on baignait là-dedans, puis on allait chercher l'information, mais à la fin, on avait comme un essoufflement, puis peut-être que ça serait la transition pour tomber dans notre rétrospective de podcast de l'année, mais on l'a senti quand, mettons, on a fait le podcast avec Jean-Thomas Jobin, où est-ce que là, on est venu ici, puis il n'y avait pas d'enjeu social, il n'y avait pas de cause qu'on voulait parler, il n'y avait pas de sujet précis. C'était juste, hey, on va jaser. Puis, comme de fait, puis je pense que même le monde des commentaires du podcast, ils l'ont dit, ils ont fait, hey, là, ce podcast-là, il a fait du bien pour vrai, c'est cool, on vous écoute, c'est hâte que vous soyez, tu sais, collés un petit peu plus sur l'actualité, mais celui-là, il a fait respirer un peu, puis je l'ai senti aussi pendant qu'on le faisait, là, tu sais. Où est-ce qu'on parle, man, pendant 45 minutes de se raser les balls, man? Ben, on peut jumper dans la rétrospective puis parler de ça, parce que moi, c'était dans mes highlights, là, justement. Là, les deux, on s'est dit qu'on allait sortir nos highlights. Puis, le podcast avec Jean-Thomas, ça fait pas longtemps, là, mais je pense que c'est un des highlights de l'année. On a ri, c'était le fun, c'était drôle. Puis tout le segment sur la pilosité, pour moi, c'est du modern classique sans filtre. Là, sans dire qu'on a fait un classique, on peut déjà dire que ce podcast-là traverse le test du temps. Non, mais tu sais, mettons, pour le podcast, mettons, c'est clair. Dans le monde de notre podcast, pour moi, c'est déjà classique. Là, toute la discussion sur la pilosité, puis... Ah, man, c'est tellement drôle. Là. Si j'ai un bébé, puis je me mets à lui raser la barbe, mettons, quand il a 6 mois, est-ce qu'à 1 an et demi, il va être comme être barbu? Si je me rase le front, je vais développer une barbe du front? C'est vraiment, tu sais, c'est clairement l'humour de Jean-Thomas, puis c'est parfait, puis c'est comme ça que moi, je l'avais connu, man, quand on avait 12 ans. Puis, tu sais, il était le même gars, man, le même genre de jeune adulte, là. Tu sais, peu importe quel âge il va avoir, là, mais quand il va avoir 60 ans, il va encore porter une casquette puis parler de même, là, tu sais, puis il est parfait. Tu sais, genre de monde, on s'en parlait après, tu sais, du monde qui, on dirait que leur cerveau réfléchisse d'une manière différente, tu sais, qui ont des idées, puis c'est comme voir que t'as pensé à ça, tu sais. Voir que tu t'es passé sur cette réflexion-là, puis tu sais, lui, c'est clairement... Il y en a trop. C'est normal. C'est juste normal. Tu as d'idée qui vient. Mais là, si je me rase le front, qu'est-ce qui va se passer? Puis, en tout cas, man, c'était vraiment bon avec son coloc là, qui demande d'y raser le dos puis d'y crémer le dos. Puis les autres, les gars, est-ce que vous crémez le dos? Ben, pas souvent. Right, on va mettre des extraits. On va vous mettre un petit extrait de ce bout-là. Là. Un de nos extraits. Nicole va s'occuper de ça. Là. Ouais. Extrait. Bref, c'est ça. Fait que je pense que raser à la pioche, c'est pas une bonne idée parce que tu ouvres les écluses de la pilosité. Mais je sais pas, je pense que c'est un mythe, le fait. C'est sûr que le moment où ça repousse, ça pique, puis là, ça peut être tannant. Mais je pense que c'est un mythe que, genre, si tu te rases, tu vas revenir avec plus de poils. Je pense pas que ce soit un mythe. Ben, moi, j'avais entendu dire que c'est un mythe aussi. Ouais. Perpétué par la mouche. Parce que moi, je fais toujours bien attention quand je me rase. C'est vrai que je te pour pas monter trop haut, pour pas raser le joue, là. Provoquer mais ça arrive pas, là. Mais, tu sais, j'ai quand même l'impression que quelqu'un, mettons,
Parce que j'ai l'air de me rappeler des jokes de tous mes shows, fait que j'ai l'air un peu obsédé par mon matériel. Mais dans mon premier show, je faisais un numéro avec un petit bébé téléguidé, puis là, je faisais comme si je me pratiquais pour être papa. Puis là, quand j'y parlais, je disais, j'ai envie souvent de te raser. Tu sais, il y avait genre, mettons, je dis qu'il y avait 7 mois. Puis si j'y rase les joues là, vas-tu devenir barbu genre à 1 an et demi, mettons? On le fait tous les jours pour voir. Ben, c'est ça, mais moi, j'ai quand même l'impression, je sais pas trop. Mettons que je me rase le front. C'est une place qu'il n'y a pas de poils, mettons. Ce serait quand même fou que je développe une barbe de front. Essaye-le. Ça serait fou. On va voir. Hey, je m'excuse de la pilosité. Bob le chef va écouter cet épisode-là 12 fois. Mais pour vrai, il va triper. Ça va être son fond d'écran. Son fond d'écran d'ordi. fait que c'était l'extrait avec Jean-Thomas. Le retour. On revient en ondes. On revient. Mais pour vrai, tu sais, Alexis qui fait les extraits, là, quand il y avait... Tu sais, on les écoutait, mettons, lui choisit un extrait, il le pose le lundi. Tu sais, souvent on se parle, puis là... Puis tu sais, il avait juste choisi un extrait de Jean-Thomas, peut-être le même, ou tu sais, du moins... Ouais. Puis genre, j'étais crampé. Là, je le réécoutais des fois. Je le réécoutais juste à la parce toilette, là, quand j'avais 2 minutes. Là. C'est juste trop drôle. Un autre podcast qui est fait très récemment, en fait, qui est sorti la semaine passée. Ouais. Non, il y a 2 semaines. Ouais. Parce que là, on sort celui-là le 29, donc il y a 2 semaines. Avec Sonia Lupien. Qui moi, on vient de le faire, mais qui est définitivement dans mes highlights de l'année, un des podcasts les plus instructifs et éducatifs et utiles aussi qu'on a fait. Puis justement, dans cette espèce d'ambiance de stress puis d'anxiété à cause de la pandémie ou toutes sortes d'affaires, ça fait vraiment du bien, tu sais. Puis justement, tu sais, on parlait de... Tu sais, c'est important d'être engagé, c'est important de parler de toutes les causes, mais c'est important aussi de faire attention à sa santé mentale. Puis, tu sais, elle qui dit, tu sais, qu'elle écoute pas tellement les nouvelles parce que c'est beaucoup de négatifs, toujours des mauvaises nouvelles. Tu sais, ça m'a refait remettre un petit peu en perspective ça, là, tu sais. Puis à un moment donné, là, je me donne plus le droit maintenant, on dirait, de dépluguer. Ouais. Puis de dire, de prendre des moments où est-ce que ça me tente pas de parler ou de penser à tout ça, parce qu'à un moment donné, faut prendre soin de soi aussi, là, je pense, là-dedans. Tout à fait. Puis c'est fou, là, tu sais, puis je vois vraiment plus le stress de la même manière depuis que... Hein? C'est un des podcasts, je pense, qui a le plus influencé mon quotidien. Ouais. Parce que là, maintenant, quand je ressens du stress, je le reconnais mieux, je reconnais mieux pourquoi il est là, puis je sais plus quoi faire quand il est là. Quand il dit de dépenser son énergie, là, ben, réellement, maintenant... Là, c'est ça que tu fais, ouais. L'autre jour, quand je faisais des push-ups puis je faisais des sprints dans le corridor, là, ou juste des moments où est-ce que là, il y a un build-up, tu le sens, tu as la boule dans le ventre, genre d'aller courir à ce moment-là, là, ça relâche tout. Ça fait vraiment du bien, ou de peu importe l'activité physique que tu fais. Puis... Dans ce que Sonia disait, de déconstruire, puis peut-être qu'on pourrait mettre cet extrait-là, là, je pense, d'apprendre à déconstruire sa source de stress. Là. Ouais. Quand elle parlait de ça, moi, c'est la chose que je fais maintenant. Dernièrement, j'ai vécu beaucoup de stress là, dans les dernières semaines. Là. Ouais. Puis quand j'ai cette boule-là dans le ventre qui me pogne, là, je me dis, OK, les 4 facteurs de stress, voici les 4. Ouais. J'ai établi les 4 pour moi. Puis juste de faire ce travail-là, ça me permet de comprendre le stress vient d'où. Puis ça me permet de voir, OK, j'ai pas le contrôle dessus, fait que ça sert à rien que je sois stressé. C'est de l'inconnu. La nouveauté. Je disais les 4, là, tu as la nouveauté, tu as l'imprévisibilité, tu as le sentiment que tu manques de contrôle, puis tu as l'atteinte à ton ego. Oui, exact. Fait que, tu sais, quand tu comprends ça, tu es capable de le déconstruire puis de réaliser que la boule, on dirait qu'elle se dénoue puis qu'elle s'en va, tu sais. Ouais. Puis Chris, que ça fait un changement majeur, là, que de vivre avec ça, puis de le sentir te pogner tout le temps, puis d'être coincé dans ce truc-là, là, tu sais. Puis tu sais, moi, il y a une chose qu'elle m'a dit, là, puis c'est vraiment presque anodin, là, tu sais, elle a dit ça de même. Mais ça m'a vraiment marqué. Puis c'est quand elle a dit tout le monde a pété une coche dans la pandémie. Ouais. Puis je me suis mis à penser autour de moi, puis à moi-même, puis j'étais là, c'est tellement vrai. Puis elle disait exactement, elle a dit 2 semaines in.
Elle a dit la date, là, elle a dit cette fin de semaine-là, là, pensez à vos vies, là, puis quand ça a été un lockdown complet, 2 semaines à peu près, à plus ou moins 3 jours, là, vous avez pété une coche. Puis tu sais que cette femme-là, tu sais, qui connaît le stress mieux que quiconque, donc comment le gérer, tu sais, puis elle a tous les trucs, puis elle les applique, qu'elle pète une coche à son fils parce que... beau Scrabble. Parce qu'elle se fait battre au Scrabble. Je trouve ça malade, tu sais. Fait que c'est vraiment, finalement... ça arrive littéralement au meilleur d'entre nous. Au meilleur d'entre nous, man. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Puis ça me rend vraiment plus empathique quand je vois du monde, justement, être impatient ou justement péter des coches ou, tu sais, parce que là, je le dis, réponse normale à un stress mal canalisé, tu sais. Mm-hmm. Puis avant, j'aurais juste, genre, fait... elle est malade, ou il est malade, là, tu sais. T'es fou! Mais là, c'est comme, tu sais, puis moi-même, mettons, je te conte une histoire l'autre jour. Tu sais, j'étais allé 3 semaines dans une salle de spectacle, répéter, puis tourner une vidéo avec un band, là, tu sais, puis avec une chanteuse, puis genre, il y a eu beaucoup de petites... petits accrochages pendant les 3 jours, tu sais, des petits trucs plates qui s'accumulaient, des petits, tu sais, puis là, tu sais, la gestion de toutes sortes de monde en même temps. Il y avait les techniciens, il y avait le band, il y avait des personnalités fortes, il y avait, tu sais, des manques de communication, des incompréhensions, tout ça. Puis là, 2 premières journées, tout a bien été, mais moi, j'accumulais un peu l'énergie, puis il y a un stress que, même sans m'en rendre compte, s'est accumulé. 3e journée, pour une niaiserie, moi, j'ai perdu patience, tu sais, vraiment. Genre, c'était juste... La chanteuse a dit... c'était drôle, là. Elle a dit, OK, j'aimerais ça qu'on se change pour la vidéo. Puis elle avait dit dans le courriel, prioriser vêtements pâles, tu sais. Fait que là, moi, je me mets un T-shirt blanc avec une petite veste par-dessus. Mais là, je trouvais que le T-shirt blanc avec la veste, puis tout ça, je trouvais ça laid, tu sais. Je trouvais que ça marchait pas. Fait que là, je fais, c'est correct si je mets la même veste, mais un T-shirt noir? Ben oui, c'est beau, c'est correct. Fait que là, bon, parfait, j'ai le OK, tu sais. Fait que là, je mets le T-shirt noir, puis là, j'arrive, puis là, je trouve que je clash avec le reste du band. Pas parce que j'étais en noir, mais à cause que j'étais comme underdressed. Fait que là, je fais, hey, c'est-tu correct finalement mon habillement? Je suis pas sûr, je me sens underdressed. Elle dit, non, c'est parfait, t'es super beau, mais j'avais dit pâle. Non, mais genre, c'est pas. Veux-tu que j'aille me changer? Je t'ai demandé tantôt, genre, non, c'est parfait, mais j'avais dit pâle. Tabarnak. Puis là, j'ai pogné une air à cause de ça. J'étais comme, là, tu m'envoies des pointes passives agressives, puis nanana. Puis là, c'est comme, genre, ma réaction était clairement too much, mais tu sais, après ça, c'était 3 jours d'accumulation de stress, puis là, à cause d'une niaiserie d'habillement, puis genre, d'une communication weird, que là, genre, j'ai snappé à ce moment-là, tu sais. Fait que bref, ça arrive, mais finalement, quand ça arrive à d'autres, je fais comme, on dirait que vu que je le comprends mieux, c'est quoi le stress, puis comment que ça arrive, ben j'en laisse plus passer aussi, tu sais. Ouais, puis ça, c'est un bon point, tu sais, mettons, quand nous autres, ça nous arrive des fois, là, tu sais, où est-ce qu'on, nous deux ensemble, là, dans notre relation, parce qu'il y en a, il y a comme des affaires qui accrochent, puis genre, on build une espèce de, tu sais, de non-dit, là, de comme un peu tanné, là, puis tu sais, puis comme, étant donné qu'on se connaît assez, on est capable de comme vraiment désamorcer ça rapidement, là, sans en discuter vraiment, là, mais quand ça arrive avec quelqu'un que tu connais pas tant que ça, c'est juste comme une espèce de build-up, là, de shit, là, puis là, il y a comme une espèce d'ambiance de marde qui s'installe, puis tu sais, quand t'es capable de voir ça, puis on en a parlé aussi avec Guillaume Duluth après, là, tu sais, puis de faire, OK, là, on a besoin de bâtir notre relation de confiance, de discussion pour être capable de parler de ce sujet-là, tu sais. Puis si t'as pas cette relation-là de conversation avec quelqu'un ou de communication, ben tu peux pas vraiment aborder ce sujet-là, puis ça fait juste comme il y a comme rien qui se passe. Fait que non, mais c'était avec Sonia, c'était pour vrai, moi c'était vraiment un des podcasts du studio au complet, là, du sans fil que j'ai le plus c'est drôle parce que tu sais, le podcast, au moment où on se parle, ben là, il sort, il est sort aujourd'hui quand on tourne ce podcast. Puis, tu sais, j'ai fait une story sur le Instagram où est-ce que je demandais au monde, vous, c'est quoi vos meilleurs podcasts ou vos moments préférés de cette année? Puis,
full de monde répondait Sonia Lupien. Fait que c'est genre des abonnés Patreon, sur Patreon, mais genre... Moi, je pense qu'il va vraiment être apprécié, ce podcast-là. Je pense vraiment. C'est une fille incroyable, une femme incroyable, une dame magistrale, une érudite universitaire. Ouais. C'est vraiment une pro. Puis on vous laisse avec un extrait de Sonia Lupien. Oh yeah. Extrait. Pas assez de stress, c'est pas mieux. Il faut comme trouver le sweet spot de stress, dans le fond. Oui, puis ça, moi, je suis bien contente de parler à des jeunes. Puis je me dis, s'ils peuvent l'apprendre avant nous autres, ça serait fun. Et ce que je dis toujours aux jeunes, arrêtez d'avoir peur du stress parce que c'est ça qui va vous tuer à long terme. Ouais. Ce qu'on sait, là, puis ça, c'est de notre faute à nous. Hein. C'est la faute, je fais mon meilleur culpa, c'est la faute des chercheurs scientifiques et des médias qui, depuis que vous êtes nés, vont vous dire que le stress, c'est négatif, toxique, il faut l'éviter à tout prix. C'est une erreur d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une courbe en U inversée. Donc, prends un U puis vire ça de bord, là, entre le stress et la performance. Donc, un peu de stress, c'est super bon. Hein, ça va augmenter ta vigilance. Tu sais, la première fois que ma fille a eu une entrevue pour une job, on jasait à table, puis quand elle est partie, ma sœur a dit, coudonc, tu l'as stressée. J'ai dit, c'est exactement ce que je voulais. Juste qu'elle soit pas trop effoirée sur la chaise, là, tu sais, là, mais un certain niveau de résistance. Donc, on a tous un point de résistance qui est différent. Là, on tombe ces effets négatifs. Donc, si tu as peur du stress à temps plein, tu vas te retrouver tout le temps dans le côté négatif, puis là, tu vas souffrir. Ouais. Les deux, on a fait du sport, de compétition, puis justement, avant le départ, faut que tu sois un peu stressé. Là, c'est sûr que ça va avoir un effet positif sur ta performance, mais... Ouais, les fois où est-ce que tu n'es pas stressé, ça marche pas. Là. Mais trop stressé non plus. Puis je le dis souvent, il y a deux catégories de gens qui savent ce dont je parle. Les athlètes, parce que vous l'avez maximisé. Tu peux maximiser ta performance en étant un peu stressé. Et les artistes. Et moi, je me souviens, une artiste, elle m'avait dit, il y a une fois dans ma vie où j'ai pas eu le trac avant une pièce de théâtre, j'étais pas chaud au bout, tout le long. Fait que tu as vraiment besoin de ça. Mais nous autres, on pense aussi pourquoi il y a autant d'anxiété chez les jeunes dans nos écoles. C'est ce qu'on appelle la sensibilité à l'anxiété. Je m'explique, puis vous allez reconnaître c'est quoi. C'est un peu comme la peur d'être stressé. Donc, quand tu es stressé, je te l'ai dit, ton corps t'envoie des signes comme quoi tu es stressé. Ton cœur bat vite, etc., comme pour te dire, yo, allume, il y a quelque chose, OK? Pour une raison qu'on ne savait pas trop, il y a des gens, quand ils reçoivent ce message-là, ils capotent. Ils ressemblent à un chevreuil pris dans les phares d'une voiture qui arrive à vive allure. Ils ne savent plus quoi faire. Et on ne sait pas trop pourquoi ces gens-là paniquaient comme ça devant le stress. Et une des raisons, c'est qu'on se rend compte, on dit qu'il y a une épidémie d'anxiété dans les écoles, les cégeps, tout ça. Une des raisons, c'est, je ne sais pas quel âge vous avez, là, mais depuis que vous êtes né, là, sur vos réseaux sociaux, n'importe où, on vous dit que le stress est toxique, puis il faut l'éviter. Et ensuite, on s'étonne que quand tu as un petit prout qui a une réponse normale de stress devant un examen, il capote parce qu'il ressent qu'il est stressé. Il dit, ça y est, je meurs. Fait que ça craint l'anxiété encore plus. Là, la peur du stress parce qu'on se l'est fait dire. En anglais, ça s'appelle des stress mindset. Puis là, on se dit, les jeunes, il faut changer les stress mindset. En français, c'est des préconceptions de stress. On regarde bien, les athlètes, vous autres, vous le savez, les chercheurs ont pris deux groupes de gens. Des gens qui ont des préconceptions négatives de stress. Ils vont dire, c'est jamais bon du stress, va être malade, toi. Puis des gens qui ont des préconceptions positives. Tu sais que dans certains cas, c'est bon. Tu mesures les hormones de stress de ces deux groupes-là. Les gens qui ont des préconceptions de stress produisent plus d'hormones de stress que ceux qui ont des préconceptions positives. Ensuite, ils ont pris des gens qui avaient des préconceptions négatives et pendant une semaine, ils leur ont montré des vidéos, des effets positifs du stress. Bien, ils ont été capables de diminuer les hormones de stress. Et à l'inverse, ils ont pris des gens qui avaient des préconceptions positives et pendant une semaine, ils leur ont montré des vidéos, des effets toxiques et négatifs et ils ont monté les hormones de stress. C'est pour ça que ce qu'on dit... C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Je me suis dit, je suis capable de le dire ça au petit prout. Ce qu'on dit... Au petit prout, on parle aux 5 à 9 ans. Le début du podcast, c'est sans fil podcast. Vous êtes encore des petits prouts pour moi. Mais si je suis capable de leur dire ça, de dire, OK, la journée où tu vas comprendre que le stress... Écoute, ce que tu peux maximiser comme performance une fois que tu le sais... Puis tu n'as pas besoin d'être un athlète nécessairement pour le faire. Déjà là, tu vas arrêter de capoter avec ça. Il y a tellement d'affaires à unpack dans la conversation. Là, c'est fascinant. Juste ce que tu viens de dire là, de l'espèce de démonisation du stress, c'est quelque chose qui est omniprésent sur les réseaux sociaux en ce moment. Là, l'espèce de ultra... Pas nécessairement self-care, mais tu sais, l'espèce de on enlève tous les stressants de notre vie là, pour se recentrer sur nous-mêmes. Puis ça, en fait, c'est un peu c'est un peu un cercle vicieux, j'imagine, parce que comme tu l'expliques, si t'as
tu as peur à ce point-là du stress, ben tu crées encore plus d'anxiété par rapport à un stress potentiel. Puis là, ça devient que tu commences à paralyser devant des affaires. Là, tu sais. Exactement. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que mon livre, il s'appelle Par amour du stress. Les gens, des fois, ils disent, elle est folle raide, par amour du stress. Et puis, dis pourquoi tu as écrit. Parce que quand tu comprends exactement comment fonctionne la bête, c'est somme toute assez facile de la contrôler. Ouais. Mais je pense qu'on stresse beaucoup parce qu'on ne sait pas comment elle fonctionne. Puis, pour te prouver ça, je vais te ramener à une notion qui s'appelle un stress relatif. Hein? Quand on parle de stress, juste pour finir mon petit cours de stress, parce que sinon, on va se perdre dans quelque chose, là, il y a une dernière notion qu'il faut prendre en compte, c'est la différence entre... Je vous l'ai dit, quand le cerveau détecte une menace, il produit des hormones de stress. Ching-ching, c'est réglé. Sauf qu'il y a deux types de menaces. Il y a des menaces qu'on appelle absolues, c'est-à-dire une menace réelle à notre survie. Quelqu'un rentre ici, crie au feu, on ne commencera pas à jaser, on est dehors. Il n'y en a plus bien de ça. Même la COVID, ce n'est pas une menace absolue. Et on est entouré de nos jours de menaces relatives. C'est ça, c'est de ça qu'il faut parler. Ouais. Et les chercheurs se sont trouvés pris devant un problème. Ils ont dit, coudonc, tu prends 2 personnes systématiquement, et j'en ai stressé du monde dans mon labo, là. Tu prends 2 personnes, puis tu les exposes à la même situation stressante. Systématiquement, il y en a un qui va réagir avec une réponse de stress, puis l'autre, rien pantoute. Ça n'existe pas une situation stressante pour tout le monde, à moins que ça soit menaçant pour ta survie. Là. Et donc, les chercheurs se sont dit, OK, mais il doit y avoir des caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui t'es, l'âge que tu as, la job que tu as, tu vas stresser. Ils ont cherché ça pendant 20 ans et ils sont arrivés à découvrir les 4 caractéristiques dont je parle tout le temps. Puis tu vas voir où je m'en vais avec ça. Ils ont montré que il faut qu'une situation ait une ou plusieurs. Tu n'as pas besoin d'avoir les 4, plus il y en a PC. De ces 4 caractéristiques-là pour que ton cerveau détecte une menace puis tu produises une réponse de stress. Il faut que la situation soit nouvelle. Il faut qu'elle soit imprévue ou imprévisible. Il faut que tu aies l'impression, et ça, là, c'est tellement l'impression que tu n'as pas le contrôle de cette situation. Et ça doit être menaçant pour ton ego. Hein? Quelqu'un qui remet en question ta capacité de faire ta job devant du monde, le petit feeling que tu as, là, c'est ça une réponse de stress. C'est toujours ces 4-là. C'est toujours les 4. Il n'y en a pas d'autres. Écoute, je te mets au défi d'en trouver une. Arrive-moi avec n'importe quel stresseur. Là, je vais faire comme Grégory Charles qui dit « Arrivez-moi qu'une pile. » Je vais la chanter. Moi, je te le jure, moi, te le déconstruire. Et tu vas voir, ça fait 17 ans que les chercheurs en cherchent une 5e. C'est ces 4-là. Tu es capable d'aller le chercher avec ça. Fait que c'est pour ça qu'on stresse, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, imprévisibilité, pout-pout, c'est beau. Mais pense-y, là, si ton cerveau il est capable de produire une réponse de stress devant des caractéristiques comme ça, tu te rends compte à quel point tu as du pouvoir sur ton stress relatif. Si tu changes ta façon de voir les choses, si tu changes ce qui est imprévisible, puis tu t'habitues à cette imprévisibilité-là, etc., ou tu arrêtes de capoter avec la nouveauté, tu vas envoyer le message à ton cerveau que ce n'est pas une menace, boum, il va arrêter de produire des... Donc, on a beaucoup plus de contrôle qu'on pense. Yes, and we're back! C'était l'extrait avec Sonia. Mais en plus, elle... En plus d'être la personne qui connaît le plus le sujet, genre, sur la Terre presque, là, tu sais, elle est vraiment funny, là, tu sais. Elle est vraiment funny, elle est vraiment drôle, puis elle est extrêmement bonne communicatrice. Ah, c'était impeccable. Parlant de bons communicateurs... des personnes qui connaissent, qui on a eu... C'était vraiment... Tu sais, des fois, on est comme vraiment pro sur le timing. Là. Dernièrement, on l'a fait avec Noémie et Vincent, là, où est-ce qu'ils venaient de sortir d'OD. L'heure de vérité, c'était la veille. Puis on était comme les premiers sur le web qui sont pas dans l'espèce de microcosme de Nouveau puis de Prodigy. Là, parce que là, ils ont fait évidemment la tournée des médias de ces boîtes-là. Puis après ça, nous, on était comme les premiers chez qui sont venus. Là, puis... C'était comme en scoop. Mais une des fois où est-ce qu'on a fait ça, c'était vraiment... Puis tu sais, là, c'est un peu bête de parler de scoop en parlant de ce sujet-là parce que c'était suite à la mort de George Floyd. Puis là, on s'est dit, OK, fuck, man, il y a une grosse affaire qui se passe aux States en ce moment. Puis faut qu'on en parle. T'sais, le Black Lives Matter, c'est trop important. Fait qu'on a invité Webster le dimanche. Fait que le dimanche, je le dis, je pense que George Floyd avait été assassiné le vendredi, si je me trompe pas, ou le samedi, un de ces 2 jours-là. Le dimanche, j'ai DM Webster. J'ai dit, hey man, tu dois peut-être en demander beaucoup, fait que est-ce que tu es dispo la semaine prochaine? Il fait, hey, j'ai aucune entrevue de planifier. Tu peux lundi matin, on se rencontre, on vient au studio. On fait genre, OK.
Puis ce qu'on a réalisé, c'est que les médias traditionnels ne travaillent pas le dimanche. Là, fait que nous, Webster fait no stress. Puis là, il nous a écrit le lundi matin. Il fait genre, hey les gars, je vais peut-être falloir que je prenne une pause là, ou 2 pendant votre podcast parce que j'ai comme des appels avec des radios. Puis quand il est venu s'asseoir ici, il a fait, les gars, ma semaine, il dit, vous avez été les premiers. Il dit, mais aujourd'hui, là, ma semaine est bookée mur à mur. Il avait genre reçu 50 emails là, le lundi matin pour des entrevues. Ouais, fait que, mais il a été extrêmement généreux de son temps. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui est tellement au courant de l'histoire des Noirs en Amérique ou en Occident, en fait, là, tu sais. Puis c'était grandiose comme conversation. C'était pile au point, au moment où est-ce qu'il y avait un uprising aux États-Unis, où est-ce que ici on ne parlait que de ça. Puis là, c'était comme une référence extrêmement précise puis extrêmement qualifiée pour nous en parler. C'était hot en esti. Ben oui, vraiment, tu sais, parce que justement, comme tu dis, le timing était idéal. C'était la personne parfaite pour mettre un événement d'actualité, tu sais, qui vient littéralement juste d'arriver dans un contexte beaucoup plus large, puis de comprendre c'est quoi le racisme, d'où ça vient, tu sais, depuis combien de temps ça existe, pourquoi ça existe. Puis c'est ça, moi, c'est probablement le podcast. Tu sais, mettons, tu sais, je veux pas qu'on se pitche des fleurs et qu'on se dise à quel point qu'on est incroyable, mais tu sais, mettons, s'il y a une chose entre guillemets importante là, tu sais, qu'on a fait pour moi d'avoir sorti ça à ce moment-là, puis ça a vraiment, tu sais, je pense que c'est un des extraits, tu sais, l'extrait sur Instagram qui avait été le plus partagé. C'était littéralement la journée c'était le Blackout Tuesday, là, tu sais, qu'on avait partagé ça. Le mardi, en fond. C'est ça, tu sais. Le mardi, le lendemain de l'avoir reçu, on a fait ça le lendemain. C'est ça, puis tu sais, puis vraiment parce que, tu sais, pas parce que, crème, il a été écouté, puis c'est juste parce que j'ai l'impression que crème, on a contribué à quelque chose, là, tu sais, à mettre l'épaule à la roue d'un changement dans la bonne direction, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, je l'ai réécouté un petit peu à matin, cet épisode-là, justement, tu sais, puis encore une fois, je suis sur le cul des connaissances puis de Webster. Puis, justement, moi, les bouts qui me fascinent le plus, c'est comment l'esclavage puis le racisme est indissociable de l'histoire des États-Unis, oui, mais aussi de l'Amérique en général, puis de l'Europe, tu sais. Puis il dit pourquoi, tu sais, mettons, l'Europe, depuis 500 ans, est devenue comme l'espèce de référence ou d'emblème de supériorité intellectuelle, d'innovation, tout ça. C'est sur le dos des Africains, sur le dos des Autochtones, sur le dos de l'esclavage, tu sais, parce que c'est comme ça qu'ils sont devenus économiquement supérieurs. C'est ça qui a permis, après ça, d'autres innovations. C'est ça qu'ils ont vraiment mis au centre de toute l'économie mondiale, puis que l'Occident soit l'espèce de milieu, de centre du monde, de tout ça. Puis c'est vraiment grâce à l'esclavage. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dissocier de cette histoire-là parce que même si, mettons, il y a eu de l'esclavage au Québec, mais même s'il n'y en a pas eu, par exemple, autant qu'aux États-Unis, ben, il dit, le rhum que tu achetais ou le sucre que tu achetais, ou nous autres, on exportait, il dit, j'ai entendu ça un matin dans le podcast, justement, il dit, les morues qu'on pêchait en Gaspésie, ceux qui n'étaient pas belles, de mauvaise qualité, on chipait ça, comme nourriture aux esclaves. Fait que, tu sais, c'est plus large que juste regarder, OK, à cet endroit-là précis, y avait-tu de l'esclavage? C'est tout un modèle économique, un système économique sur ça, qui influence. Puis, tu sais, il expliquait l'influence même jusqu'en Asie que ça avait. Tu sais, c'est vraiment sur toute la planète que ça a eu une influence. Puis ici, aujourd'hui, ici, on a une bonne qualité de vie en général, on a des moyens. Bien, c'est à cause qu'on a hérité de cet avantage-là. Mais il y en a d'autres qui ont payé, tu sais. Exact. Tout à fait. J'irais peut-être chercher un extrait, justement, où est-ce que Webster nous explique ça beaucoup mieux que je viens de faire. Ouais, c'est ça qu'il fait. On va aller écouter ça live, là. Extrait. Avant la traite transatlantique, c'est-à-dire d'aller chercher des Africains pour les amener en esclavage dans les Amériques, l'économie de l'Europe était sensiblement la même qu'un peu partout.
c'est-à-dire qu'en Amérique, chez les Autochtones ou les Africains, c'est-à-dire les terres agricoles. Les échanges, etc. Donc, on avait l'agriculture, les échanges, etc. Donc, il n'y avait pas de méga plantations en Europe. Mais à partir du moment où est-ce qu'on a pris des Africains, qu'on a placés sur la terre des Autochtones et qu'on a développé toutes ces terres-là en méga plantations pour faire du sucre, pour faire de l'indigo, pour faire la teinture bleue, pour faire le coton, le tabac, le cacao, eh bien, ça a propulsé l'Europe. Tout l'argent, l'or et l'argent qui venaient des mines d'Amérique du Sud vers l'Espagne. Toutes ces ressources premières qu'on amenait des îles, que ce soit Haïti, Guadeloupe, Bahamas, etc., qu'on amenait vers l'Angleterre, qu'on amenait vers la France, qui contribuaient à une grande partie de l'économie. Et ces marchés-là, de ces colonies, étaient des marchés captifs. C'est-à-dire que la colonie n'a pas le choix d'acheter ses produits finis de la métropole. Donc, admettons, tu es en Nouvelle-France. Tu ne peux pas nécessairement acheter tes choses autre part qu'en France et tu ne peux pas revendre ta matière première autre part qu'en France. Au rythme où la France le veut. Puis ça, c'est pour toutes les colonies, ce qui a poussé, entre autres, les 13 colonies à se rebeller. Tu vois, qui est devenu les États-Unis. Parce que les redevances aussi étaient exorbitantes, là, je pense. Oui, oui, c'est ça. Je veux dire, la métropole s'arrange comme elle veut parce que l'important, c'est de nourrir la métropole. La colonie sert à nourrir économiquement la métropole. Et donc, on a une Amérique qui est un marché captif de l'Europe. On a une Afrique dont la force humaine est ponctionnée pour cultiver ces matières-là. Et donc, ça a propulsé l'Europe économiquement, technologiquement aussi. Et tu vois, à ce moment-là, les Européens voulaient échanger avec la Chine, le Japon, etc. Mais ils ne voulaient rien savoir parce que les Européens n'avaient rien qui intéressait la Chine et le Japon. Et donc, l'esclavage, etc., ce pillage des ressources a permis une avancée technologique qui a, une fois arrivé en Chine, une fois arrivé au Japon, ont juste eu à forcer militairement ces marchés-là pour échanger. Tu vois? Et donc, même toute cette histoire-là du monde atlantique a une incidence jusqu'en Asie, tu vois, jusqu'à la Chine, jusqu'au Japon. Et donc, cette prééminence occidentale, aujourd'hui, au 21e siècle, a les deux pieds trempés dans l'esclavage des 500 dernières années. Et ça, on ne peut pas l'extirper de ça. Parce que sinon, c'est encore une vision très eurocentrée de se dire, bon, ben, l'Europe, de par son génie, c'est hissé au-dessus des autres comme de nulle part, tu vois? Mais quand on analyse, on se rend compte que c'est sur la tête des Africains, des Autochtones, que l'Europe a pu jouer ce rôle dans les derniers siècles. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de brutalité policière, quand on parle de privilèges, quand on parle de tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, on doit automatiquement le ramener à l'histoire des 500 dernières années, depuis Christophe Colomb. Toi, tu dirais, mettons, la situation au Canada, au Québec versus celle aux États-Unis, c'est quoi la différence? C'est quoi les ressemblances, finalement? Ben, tu vois, ça dépend de quelle approche on prend. C'est-à-dire, si on parle de l'esclavage, aux États-Unis, l'esclavage, c'est un esclavage de plantation, un esclavage économique. Tandis qu'ici, c'est un esclavage domestique. C'est des gens qui étaient dans les maisons, qui servaient des repas, etc., parce qu'on n'avait pas le climat pour avoir des plantations. Mais si on avait eu le climat, bien sûr qu'on aurait eu des plantations. Mais oui, parce que, je veux dire, les mêmes gens qui venaient ici étaient les mêmes gens qui partaient en Martinique, qui partaient en Guadeloupe, à Haïti. Et donc, on pense toujours que notre histoire est tellement différente. Mais oui, il y a des différences, mais il y a des similitudes aussi dans les mentalités d'époque. Et je veux dire, on regarde juste ce qui se passe avec les Autochtones aussi, les violences policières. Tu sais, on l'a vu à Rouen il y a quelques années envers les femmes autochtones. Je veux dire, on a nos propres dynamiques de racisme ici. Et je veux dire, il faut être conscient que les Amériques ont été construites sur le racisme. Tu sais, ce qui a donné... à partir du moment où des Européens se sont donné le droit de s'installer sur les terres autochtones, qui voyaient ces terres comme étant libres,
Pourtant, il y avait des gens qui habitaient, tu vois. Mais à partir du moment où ils se sont dit, on peut venir ici parce que ce sont des terres vierges, c'est que à partir de ce moment-là, tu considères ces gens pas comme des humains. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens, ils ont le même droit que le chevreuil dans la forêt, là. Ouais. Tu vois? Et donc, nos histoires sont ancrées dans le racisme. Mais le racisme, on l'a extirpé de notre trame historique, que ce soit au Canada. Je veux dire, aux États-Unis, c'est plus difficile de l'extirper. Ici, ça a été plus facile de l'extirper parce qu'il y avait une moins grande population noire, entre autres. Et souvent, on pense au racisme blanc-noir, mais il y a le racisme envers les Autochtones aussi, qui est très présent. Et donc, au final, notre histoire aussi est trempée là-dedans. Je vais vous donner un exemple aussi que je trouve frappant. Tu sais, quand il y a eu la blackface avec Justin Trudeau, ben, excusez-moi, on disait, non, c'est pas une histoire québécoise, c'est pas une histoire canadienne, le blackface est aux États-Unis. Si vous allez dans les journaux, à partir de 1842 jusqu'à 1900, vous allez dans le Daily Mercury à Québec, vous allez dans le Montreal Herald, il y a des annonces de blackface pratiquement chaque mois. Il y avait des concerts de blackface ici au Théâtre Royal, au Nordheimer, au Music Hall à Québec. Il y avait du blackface pratiquement à chaque mois. Chaque année, on retrouve des instances de gens qui vont salcombe du blackface. Mais pourtant, on nous dit non, mais c'est pas une histoire d'ici. Mais la personne qui a composé l'hymne national, Calixa Lavallée, faisait du blackface aux États-Unis. Elle a une carrière de blackface aux États-Unis. Et donc, on a une grande myopie historique ici. J'ai quasiment envie de parler d'aveuglement, mais parlons de myopie pour l'instant. And we're back, baby! C'était Webster. Cette année, un des highlights de mon année, un des highlights de ma vie, franchement, c'est d'avoir rencontré Daniel Bélanger. Quel homme! Une légende. C'est de loin le podcast pour lequel j'étais le plus stressé avant de venir ici, depuis qu'on a commencé les podcasts. Ouais. J'étais stressé, je savais pas comment ça allait aller parce que Daniel Bélanger, on l'entend très, très rarement en longue entrevue ou en entrevue, point. Fait que je savais pas s'il allait être généreux de ses réponses, je savais pas si ça allait tenter d'être ici. De toute évidence, il avait l'air de vouloir venir, là, tu sais, on n'a pas tordu aucun bras à personne. Mais la seconde qu'il est rentré dans le studio, tout ça s'est tombé. Tout mon stress est tombé. Il est rentré, il a fait « Ouais, je prendrais peut-être un thé. » Puis là, j'ai comme proposé un maté, puis il a fait « Un maté, c'est comme un thé ma. » Puis là, on a compris que, OK, c'est le genre de relation-là, de discussion-là qu'on va avoir, c'est parfait. Ouais. Puis comme de fait, toute la conversation, tu sais, c'était... On dirait qu'il fallait que je me pince, man, pendant le podcast pour réaliser qu'on était en train de parler à fucking Daniel Bélanger, que j'ai écouté toute ma vie. C'est probablement un des artistes que j'ai écouté le plus de ma vie, là, tu sais. Ouais. Probablement que sur mettons, si j'étais capable de regrouper tous mes iPods, puis tous mes iTunes, puis mes Apple Podcasts, là, puis tout ça, ça serait Iron Maiden puis Daniel Bélanger, mettons, là, tu sais. Les deux choses que j'ai écoutées le plus dans ma vie, là, tu sais, puis deux choses qui n'ont pas vraiment de lien. Deux choses qui n'ont pas vraiment de lien, mais comme une légende vivante, puis il fallait que je me pince pendant tout le podcast. Il nous a conté des anecdotes. Moi, encore une fois, l'extrait qu'on avait mis sur Instagram, moi, on dirait que c'est la meilleure anecdote qu'on m'a racontée toute ma vie, puis c'est la chose qui fit tellement, là, qu'après avoir fait une résidence au Spectrum de 3 semaines, sold out pendant 3 semaines, à la place de sortir puis de popper les bouteilles, man, puis de rocker avec sa crew. Il prenait son vélo, il descendait au Lafleur, se pognait 2 hot dogs, une patate. Puis ça, c'était son rock'n'roll, man. Ouais. Ça, moi, c'est la meilleure anecdote. Puis ça pourrait pas être une anecdote qui fit plus avec l'image que j'avais de Daniel Bélanger, avec la personne qu'on avait devant nous, tu sais. Ouais. Ah non, vraiment, tu sais, cette anecdote-là, c'est comme... Hey, c'est vraiment humble. Non! Moi, je trouve pas ça humble. Moi, c'était ma manière de vivre, là, tu sais, la chose la plus grandiose, là. C'était comme le fait d'aller manger mon 2 hot dogs. C'était comme... Il y avait rien de humble là-dedans. Je venais de vivre un triomphe. Puis il dit après ça, je revenais dans ce que j'étais pour vrai. Street, 2 hot dogs. Puis après ça, tu sais, on a comme eu un autre moment après... off-cam, où est-ce qu'il parlait... Il allait chercher sa fille, Juliette, qu'on a reçue sur le podcast aussi. Puis là...
Nicole, il a comme dit, hey, en tout cas, on se revoit, parce que là, il revenait pour Jay du Temps discute la semaine d'après, je pense. Ouais. Puis là, Nicole, tu as comme dit, hey, en tout cas, on se revoit. Puis là, il dit, toi, c'est. Là, tu fais comme Nicole. Ouais, exact. Puis là, il était au téléphone avec Juliette, puis là, il fait. Hey Juliette, attends un peu, je suis en train de me faire niaiser. Puis il descend son téléphone. Tu sais, c'est comme. Il y a trop d'affaires là-dedans. Premièrement, il interagit comme de façon drôle, là, d'un peu. C'est un père, là, tu sais. Puis toi, Nicole, depuis le début, on t'appelle Nicole, mais là, on dirait que c'est devenu tellement réel quand tu t'es présenté à fucking Daniel. C'était qui l'autre jour au studio que t'étais comme Nicole, puis la personne était là? Ben non. Mais non. Je sais pas, ça m'arrive souvent. En fait, là, ça m'arrive souvent que le monde, en fait, ils sont comme malaisés. Ils sont mal à l'aise parce que si jamais c'est vraiment ton vrai nom, là, c'est malaisant de dire. Ils savent pas comment réagir parce que justement, à cette heure, quand je me présente comme si c'était mon vrai nom. Puis j'ai aucune difficulté à rester sérieux. Là, J'adore que toi, tu tolères mieux les malaises que même nous. Parce que je me souviens, l'autre jour, à un moment donné, on a fait non, c'est Nicolas son nom. C'est juste là, c'est une joke qu'on appelle Nicole. Mais genre, toi, t'es là, non, c'est Nicole. C'est Nicole. Il dit à Daniel Bélanger qui descend son cellulaire. Il fait excuse-moi, Juliette, je suis en train de me faire niaiser. Puis dans le podcast de Jay aussi, il y a à un moment donné où c'est que. Il l'a fait dans votre podcast aussi. Ouais. Puis. Où c'est qu'il se verse un verre d'eau, là, puis là, il met ça comme sur le bord du micro et tout. Ouais. Puis dans le podcast avec Jay, il fait c'est la deuxième fois que Nicole, il m'entend pisser live durant un podcast. Quelque chose comme ça. C'est bon, on a un bon callback du studio. Non, mais il est vraiment funny, justement. Comme tu dis, il nous a mis à l'aise. Straight up. Tout de suite, tu sais. Puis le gars, il a zéro la grosse tête, là. Vraiment. Zéro. J'ai jamais senti que je parlais à probablement le musicien le plus populaire du Québec des derniers 20 ans. Tu sais, puis lui-même, tu sais, il fait des jokes avec ça. Hey, je peux pas croire que je suis en train de faire des toasts à Daniel Bélanger. C'était comme un running gag tout le long du podcast. Là, c'était vraiment drôle, mais c'était vraiment... En plus d'être drôle, c'était inspirant, tu sais, de parler à un gars de même, comment il travaille, comment il fait sa musique, de plus en plus lui-même, comment il compose, comment il écrit. Moi, ça m'a vraiment inspiré, là, vraiment, de rencontrer un génie comme ça. Là, clairement. Il a raconté quelque chose aussi. Je pense que c'était sur le podcast de Jay, par contre, qu'il a raconté. Mais quand tu t'en vas voir sur les descriptions de ses tunes, mettons, là, tu vois, lui qui a fait l'orchestration, c'est comme Achille quelque chose. Puis c'est un nom qui revient quand même. Ouais. Puis tu penses que c'est comme un collaborateur, tu sais, qui travaille souvent avec Daniel Bélanger puis tout, mais c'est son alter ego. C'est un pseudonyme? Ouais. C'est lui-même qui fait les orchestrations et tout, mais c'est juste que quand Daniel Bélanger est trop occupé, il délègue à Achille quelque chose. Ben, c'est le même gars. Bon. C'est bon. Il racontait ça, là, j'étais comme, c'est exceptionnel. Genre, mais je pense que... Puis en fait, ce qu'on sait pas, c'est que Achille, il habite en Suisse, puis c'est comme un compte pour blanchir de l'argent. Le contrat, c'est comme Daniel Bélanger fait une scène par chanson, mais Achille, il en fait 14. Exact. Mais mon frère m'a déjà conté que, tu sais, mettons... Tu sais, dans le monde du cinéma, ça arrivait, tu sais, je pense qu'il me disait que c'était Jean-Marc Vallée qui fait tellement plein d'affaires sur ses films, tu sais, mettons, il fait le montage, il fait que, mettons, des fois, justement, à certains postes, il mettait un autre nom parce que là, il dit, là, c'est pas vrai que le générique va défiler puis ça va être juste mon nom partout, là. Fait que là, il mettait justement, là, des pseudonymes pour, genre, pas avoir l'air du gars qui fait tout sur son film, puis qui a une équipe. C'est une bonne anecdote. Ouais. On va écouter un extrait, je sais pas lequel. Peut-être le 2-1 ou La Fleur. Ouais, peut-être le 2-1 ou La Fleur, même si c'est lui qu'on avait mis sur Instagram, je pense que c'est bon quand même. Là, fait que on va écouter un extrait. Oh yeah! Est-ce que dans ces années-là, est-ce que tu as vécu ton rock? Parce que moi, mettons, l'image. C'est ça, parce que l'image que j'ai de Daniel Bélanger, c'est quelqu'un de quand même introverti. Là, je te dis ça devant toi, corrige-moi si je me trompe, là. Mais c'est quelqu'un quand même introverti qui rentre à l'hôtel après son spectacle pour se coucher puis se lever le lendemain puis recommencer de façon assez méthodique. Oui, c'est un peu ça. C'est pas mal ça. Mais moi, ce que j'aime vivre mon rock, mais j'aime me l'inventer, mon rock. C'est-à-dire, quand j'ai fait la résidence au Spectrum pendant 3 semaines, après, il y a des fois, mettons, que je sais pas, un soir par semaine, pour pas dire de bêtises.
je partais du Spectrum et puis je m'en allais en char manger un bon 2-1, c'est-à-dire 2 hot dogs, une patate. Ça, c'est vivre son rock, ça. Après une couple de jours. En dessous de l'échangeur Turco chez Lafleur. Ouais, je sais exactement. Et là, j'étais à côté, puis là, tu viens de connaître un triomphe. Littéralement un triomphe. Tu t'éclates pas des bouteilles de champagne, là, tu prends un 2-1 au Lafleur. Je me prends un bon 2-1 au Lafleur au-dessus des échangeurs de Turco. Ça te ramène me sur sentais terre. Vraiment au top du monde. Ah ouais. Ouais. Pour moi, je restais ce que j'étais avec les rêves que j'avais, puis je revenais à mes hot dogs. Et c'est très spécial pour moi. Et c'est pas rare que je fais ça. Mettons, après un bon gros show au MTLUS, je suis pas très apporter boire la meilleure bouteille. Aller manger, ça peut arriver, mais je suis plutôt... J'aime le contraste que ça fait d'aller terminer ça avec un hamburger. Il y a quelque chose pour moi de très rock là-dedans. Et c'est à ma mesure. C'est à moi. Ça me fait triper très, très fort d'avoir les deux, d'avoir un gros succès, puis après ça, revenir à ce que j'aime le plus de ce que je fais, c'est être street un peu, puis être dans la rue, puis manger mon hot dog, puis juste, ça me fait triper fort, fort, fort. On dirait qu'il y a quelque chose C'est une des choses les plus poétiques que j'ai entendues de ma vie. And we're back. And we're back! We're back! On va se pencher vers Nicole. Oh! Nicole, c'est quoi un des podcasts que tu as bien aimé, là, qu'on n'a pas déjà parlé? Vous le savez déjà, en fait. Là, mais... Man, fallait qu'on fasse du acting comme si tu savais pas ma question s'en venait. Là. Non, c'est ça. Tu sais, toutes les émissions que tu vois à TV, toutes les entrevues que tu vois à TV, c'est toujours ça qu'ils font. Ouais. C'est comme, ben voyons donc, je savais pas cette histoire-là. C'est pour ça qu'on est sur le web. Les late shows, les late shows, ce n'est que ça. Il n'y a rien de plus stagé, man. Jimmy Fallon, c'est quasiment dur à écouter tellement que ça paraît que les entrevues sont stagées. Ouais, Jimmy Fallon, je suis pas capable. Moi, je suis incapable. Mais tu sais, mais n'importe quoi. N'importe quel. Il y a des podcasts qui se font ici que c'est comme ben voyons donc. Puis c'est comme, man, dude, tu savais déjà. Là. C'est genre ton ami depuis genre 10 ans. Ouais. En tout cas, on est sur le web, fait qu'on peut briser les règles. Ah, c'est ça. Fait que tu le savais déjà que la question s'en venait, fait que tu as le temps d'y penser. J'ai eu le temps d'y penser. Moi, l'affaire, c'est qu'il y a plein de podcasts que j'ai trippés, mais j'en écoute tellement en même temps que je suis pas capable de parler de tous ces podcasts-là. Tu sais, mettons, Laurent Turcot, j'ai vraiment trippé, mais je pourrais pas te dire là, en particulier là, qu'est-ce qui m'a frappé là, à ce point-ci 10 mois plus tard. Genre, mais, parce que Laurent Turcot, c'était début 2020. Puis c'est un highlight aussi. Moi, je me rappelle vraiment, juste avoir eu l'impression d'avoir trippé comme un tabarnak. Là, mais je me rappelle comme pas exactement de quoi on a parlé. Je l'ai réécouté un peu. Fait que, on en parlera peut-être tantôt, là, après ce dont tu veux parler. Dites-le donc ma place, en fait. Je sais pas. J'en ai aucune idée, Nicole. Non, mais un podcast qui m'est resté en tête, moi, c'est Cassandra Bouchard. Ouais. Je la connaissais pas tant que ça. Je suivais pas trop ce qu'elle faisait, mais dans ce podcast-là, on a vraiment remis en question toute l'idée du couple. Comme on le connaît, là, parce qu'on a parlé qu'il y avait de plus en plus d'infidélité, tout ça. Les couples ouverts, que ça devient de plus en plus à mode. Puis c'est ça, on a comme remis en question toute cette notion-là. Puis moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Puis c'est quelque chose qui m'a resté en tête, là, vraiment. C'est clair. Fait que, puis comme on disait un petit peu hors cam tantôt, c'est quelque chose qui... au début, on faisait ça beaucoup. Ouais. Pendant le podcast, on recevait du monde avec aucune idée de quoi on allait leur parler. Ouais. Puis des fois, ça donnait des bonnes conversations. Des fois, ça donnait des moins bonnes conversations. Mais avec Cassandra, effectivement, on est comme tombé deep parce qu'elle était ouverte par rapport au fait qu'elle avait trompé son ex. Puis on en avait parlé. Puis elle en parlait ouvertement. Puis on est tombé dans le deep straight up, là, où est-ce qu'on a nous-mêmes parlé de nos expériences, où est-ce que... Puis ce genre de podcast-là, c'est tout le temps golden quand ça arrive, là, quand on tombe dans... Quand on reçoit quelqu'un juste parce qu'on sait qu'on va avoir un bon moment à parler avec, puis qu'après ça, on tombe dans quelque chose de deep, c'est hot, là, Mais c'est ça, comme on disait tantôt, je pense que c'était hors podcast, là, mais tu sais, 2019...
on allait plus souvent dans le personnel, justement, puis dans les relations. On a juste à penser à Antoine-Olivier Pilon, là, quand on l'avait reçu. Je veux dire, on parle de sa carrière un petit peu, mais on tombe rapidement dans le quoi d'ultra deep. Il me semble que Claudia Bouvette, on est tombé plus dans ce type de podcast-là. Puis Cassandra, en 2020, c'est un de ceux où est-ce que vraiment tout le monde, c'est un peu ouvert, un peu parler de ses expériences. Ça a été émotif des bouts. Puis c'était vraiment beau. C'était vraiment une belle conversation. Puis justement, à un moment donné, je me souviens, on avait fait le sondage, là, qui dans cette pièce a déjà été trompé ou a déjà trompé. 75%. Puis c'était 75% parce qu'il y avait juste toi et Nicole qui n'avaient jamais vécu ça. Je pensais que c'était 50, mais il me semble qu'on était deux. Non, c'était 75. Non, c'était 75. T'étais le seul. J'étais le seul, qui avait jamais la cuisse de rugby pure. Non, mais tu sais, à quel point c'est courant puis que tout le monde peut relate. Puis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui se font tromper, fait qu'il y a beaucoup de monde qui trompe aussi. Puis, tu sais, c'est des choses qui arrivent, c'est la vie. Puis, tu sais, c'est le fun de pouvoir en parler de façon ouverte, sans jugement aussi, là, tu sais. Fait que, ouais, c'était vraiment... c'était une belle rencontre, Cassandra. Puis, tu sais, on a continué de chiller avec un peu l'été d'après. Puis, super great personne, great fille, vraiment fine. Sur toute la ligne. Vraiment. Puis, je me rappelle aussi qu'on avait... je pense que c'est la première fois qu'on avait abordé un peu toute la saga OnlyFans. Ouais, c'est vrai. Puis vraiment, tu sais, c'était super intéressant, ça aussi, là. Puis, tu sais, sans jugement, là. Puis c'était... Non, c'était vraiment un bon podcast, là. Ça, c'est quelque chose, tu sais, mettons, là, on avait parlé de ça, puis on avait juste eu la conversation, tu sais. Puis on n'avait pas nécessairement pris de position. Moi, je me rappelle que ma position n'était encore pas arrêtée sur ces choses-là, tu sais. J'étais encore ambivalent, mais je trouve que... Puis peut-être que je m'éloigne du podcast un petit peu, mais je trouve que de se donner le droit d'avoir des conversations, ça manque à la société en ce moment. Ouais. J'ai l'impression qu'en ce moment, là, tu parles, on en parlait hier avec Lisandre, justement, là, Nicole, tu étais là. Puis juste d'avoir le droit de discuter d'un sujet. Ouais. D'un sujet qui est de sujet d'actualité, un sujet woke, que ce soit le mot en haine ou que ce soit les dénonciations, que ce soit, tu sais, que ce soit justement le OnlyFans, est-ce que c'est correct d'encourager ça, tu sais, juste. Ouais. Est-ce qu'on peut, mettons, si moi je lève la main et je fais mon opinion sur OnlyFans n'est pas arrêtée encore. Ouais. Puis je l'ai dit à Lisandre qui a un OnlyFans, j'en ai parlé beaucoup, tu sais, puis mon opinion n'est pas arrêtée sur ça, mais est-ce qu'on peut en parler? Puis le fait que je veuille en parler puis que j'amène des bémols, est-ce que ça fait de moi l'ennemi à abattre? Non. Non, tu sais. Mais tu vois, le sujet, le thème dont tu parles là, c'est exactement ce que je voulais parler du podcast de Laurent Turcot parce qu'on a parlé exactement de ça. Ouais. Parce que lui disait, mon opinion est arrêté sur rien, sur aucun sujet et tout le temps en constante évolution. Puis justement, tu sais, c'est pas parce qu'on s'exprime sur quelque chose, c'est pas parce que j'ai dit quelque chose dans un podcast il y a 6 mois que je suis encore d'accord avec ce que j'ai dit, que mon opinion est arrêtée, mais tu sais, faut avoir la discussion pour pouvoir cheminer puis avancer, puis tu sais, fait quoi, c'est ça, puis Ben, check, on va aller écouter un des segments sur les couples, j'imagine, qu'on parle avec Cassandra, puis on reviendra pour la suite avec Laurent Turcot. Quel est le pourcentage, vous pensez, de personnes qui soit vont commettre l'adultère ou soit de notre génération? Vivre mettons, de notre génération. Mettons en bas de 35. Là. Avoue que t'allais dire 30. J'allais dire 30, mais j'ai fait j'étais vraiment bientôt 30. Je sais pas, 75%, genre? 75? Hey, c'est une bonne question. Mais honnêtement, je pense vraiment beaucoup. Tu sais, moi, il y a tellement de monde qui m'ont écrit après cette vidéo-là pour me dire comme, hey, genre, j'ai vécu ça ou je l'ai fait, puis genre, je me sentais tellement mal. Puis, tu sais, merci d'en parler, puis de nous dire comment tu te sens. Il y a tellement de monde, là, c'est fou à quel point que je suis pas seule. Est-ce que c'est le temps de revoir le couple? Tu sais, si t'es rendu à avoir un pourcentage de 75% qui vont à l'encontre de la vision traditionnelle du couple, c'est-tu le temps de le revoir? Tu
Je suis tellement mitigée dans cette question-là parce que moi, honnêtement, j'aurais jamais pensé faire ça. Tu m'aurais dit ça, il y a un an, hey, toi et ton chum, ça va se finir de même. Je t'aurais, honnêtement, je me serais chié dessus. Genre. Je me serais chié dessus, je serais allée mettre une couche, je me serais chié dessus. Genre. Je t'aurais vraiment pas cru. Là. Ça veut dire que je t'aurais pas cru. C'est juste dommage là, de mettre la couche, mais de rechier après. Ouais, non, c'est ça. Tu viens de prendre ta douche. Non, j'aurais bien me prendre une douche. Je me suis chié dessus encore. Je viens d'y repasser, je me suis vraiment chié dessus. Mais tu sais, je veux dire, je suis vraiment une fille qui prône le couple classique. Là. Je suis pas une fille qui prône les couples ouverts sur ces plateformes ou comme quoi que ce soit. Fait que je suis mitigée parce que ça fait pas partie de mes parents. Pour moi, un couple, c'est deux personnes, peu importe quel sexe, qui s'aiment puis qui ils veulent partager justement tout ensemble et leur intimité. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis pas parce que c'est arrivé une fois que. Non, que tu crois pas que c'est possible. C'est peut-être le symptôme de quelque chose, je veux pas. Je sais pas, là, mais. Non, vraiment pas. Ouais. T'sais, moi, je sais qu'avec mon copain, ça allait juste pas très bien. Puis ça excuse en rien mon geste, là, mais je pense pas que j'en ferais jamais ça. Fait que, mais je pense qu'il y a un bon questionnement à avoir par rapport à ça parce qu'il y a tellement de plus en plus de couples ouverts, de couples que ça leur dérange pas, puis que justement, ils se disent, moi, le nombre de personnes à qui j'ai parlé puis qui me disent, moi, je crois pas qu'on peut aimer une personne dans notre vie, C'est fou, pareil, les mentalités au niveau du couple changent tellement, là. And we're back, baby! Déjà? Même pas le temps de boire une gorge de bière. Ouais, mais continue ce que tu disais par rapport à l'épisode avec Laurent Turcot, en fait, qui était début 2020. Puis qui était probablement le premier épisode réellement... le premier. Un des premiers épisodes vraiment qu'on pourrait appeler... sans dire universitaire, qu'on pourrait appeler avec une espèce de rigueur intellectuelle, là, mettons. On en a déjà eu par le passé, mais celui-là, c'était le premier où est-ce que vraiment c'est un expert dans un sujet qui vient nous parler de son sujet, puis qui est un prof à l'université, puis tu sais, qui expose de façon magistrale certains aspects. C'est le meilleur que je peux essayer de trouver comme appellation pour ce genre d'épisode-là, qu'on a refait par la suite, avec Sonia Lupien, par exemple. Mais ça, c'était comme vraiment un des premiers. Ça, c'est un des exemples de personnes, justement, qui est comme le parfait invité, parce que maîtrise du sujet impeccable, grand communicateur, vraiment facile. Tu poses une question, tu parles pendant 20 minutes, c'est pas de travailler fort. C'est vraiment... c'est ça. Ça, c'est clairement dans les podcasts. Puis c'était justement l'idée, on parlait d'à quel point les opinions sont polarisées beaucoup sur les réseaux sociaux ou chez les chroniqueurs, mettons. Puis on a parlé un peu de ce type de chroniqueurs-là qui carburent au clic puis puis justement à la controverse parce que c'est ça qui crée de l'engagement, c'est ça qui fait parler d'eux. Puis c'est le contraire d'une réflexion puis d'un dialogue. C'est de sursimplifier tout parce qu'en réalité, tous les enjeux dont on parle ici, il n'y a rien qui est simple. Puis il n'y a rien qui est clair, il n'y a rien qui est arrêté. Il n'y a rien qui est noir ou blanc. Exact. Il n'y a rien qui est dichotomique. Il n'y a rien qui est absolu. Puis c'est excessivement difficile de parler de tous les sujets dans tout son éventail de nuances, parce que c'est extrêmement complexe. Puis souvent, on s'entend, mettons, sur des causes sociales, on va s'entendre sur le point où on veut arriver, on veut tous un monde où est-ce que une femme peut marcher dans la rue puis se sentir en sécurité. On veut tout un monde où est-ce veut pas tous ça, mais on s'entend que l'extrême grande majorité veut ça. Grande majorité du monde veut puis ça. on parle pas au monde qui veulent pas ça anyway. On veut tous atteindre ça. Puis on veut tous un monde, puis là, quand je dis tous, mettons, on va dire 95, là, on veut tous un monde où est-ce que, justement, dans les médias, il y a du monde représenté, de façon équitable. On veut tous un monde où est-ce que tu te fais pas abattre dans la rue pour la couleur de ta peau. On veut tous ça. On veut tous un monde où est-ce qu'il y a vraiment une égalité, une vraie égalité entre les hommes et les femmes. Où est-ce que tu peux aimer qui tu veux aussi, puis vivre harmonieusement avec ça aussi, là, tu sais. Puis je suis sûr que même des chroniqueurs considérés de droite
veulent ça, tu sais, comme absolu. Tu sais, c'est juste que là, on s'entend pas souvent sur les virgules, sur la manière, sur les technicalités. Puis le débat il est plus souvent dans les technicalités que sur le fond, parce qu'en réalité, les êtres humains, justement, quand on se parle face à face pendant 2 heures, on est souvent 90% d'accord, puis 10% pas d'accord. Mais on focus là-dessus. Puis justement, les réseaux sociaux, en ce moment, puis la manière dont l'information, tu sais, avec la crise des médias, tout ça, est véhiculée, ça favorise une polarisation. Puis c'est l'inverse, justement, de ce qu'on essaie de faire ici. Puis c'est l'inverse de ce que je pense qu'on devrait faire en tant que société, le dialogue. Puis Laurent, c'est ça, il dit... Il parlait, il donnait comme exemple... il avait débattu, il est bien ami avec Manal Drissi, là, puis dit qu'ils ont eu des discussions là, en privé, quand même animées sur, mettons, Slave. Puis je suis sûr que les deux s'entendent sur l'idéal, mais ils s'entendent pas sur la manière, mettons, de critiquer ou de percevoir mettons, cette œuvre-là. Puis c'est correct. Puis probablement que dans cet échange-là, qui était cordial, qui était ouvert, qui était juste 2 personnes qui veulent dialoguer pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre, je suis sûr que les 2 ont été gagnants finalement. Ouais, je suis sûr qu'un a élevé l'autre et vice-versa. Même si peut-être qu'à la fin, ils ne se sont pas entendus, puis c'est correct. On n'est pas obligé de toujours s'entendre sur tout, mais il faut être capable de dialoguer. Du moment qu'on est fermé, complètement fermé à entendre la position, entre guillemets, adverse, parce qu'encore une fois, elle n'est peut-être même pas si adverse que ça. Puis, ou pire, on la considère illégitime ou dangereuse. On ne peut pas avoir un débat de société. Là. On ne peut pas avoir... Non, c'est clair. Puis moi, j'ai l'impression que sur le long terme, c'est contre-productif de faire ça. T'sais. Je pense pas que c'est comme en rendant certains débats ou certaines idées ou certaines opinions tabous au point que si tu fais juste nuancer, diverger ou appuyer certaines idées, t'es un infréquentable. Je pense pas que c'est la manière où est-ce qu'on va ensemble progresser, parce que moi je pense que la manière qu'on va progresser le mieux, c'est souder ensemble, pas diviser. Ouais. Je pense qu'en fait, en ce moment, mettons, dans la société dans laquelle on vit, un des meilleurs exemples d'une technicalité sur laquelle on passe bien trop de temps, c'est la question du racisme systémique. Ouais. Dans le sens, on est conscient qu'il y a du racisme dans la société. Sur quelle forme ça prend, quelle est la terminologie qu'on utilise, on passe bien trop de temps autour de ça, là. Ouais. On passe bien trop de temps autour de ça. Faut que tout le monde puisse reconnaître qu'on est dans une société qui a été fondée sur le racisme. Maintenant, c'est quoi ta définition du racisme systémique? Moi, je pense que c'est un mot que j'ai pas peur d'utiliser. Maintenant, si tu veux pas l'utiliser, tu l'utilises pas. Mais si, dans l'optique où est-ce qu'on pense toute la même crise d'affaires, qu'il faut éradiquer ça du système, peu importe comment tu l'appelles, on s'entend. C'est ça l'affaire, c'est que souvent, les gens qui s'y opposent vont la définir d'une manière vraiment exagérée ou grossière. Sans dire ces mots-là. Puis, fait que après ça, ils s'opposent, mais à leur propre définition. Ouais. Mais je veux dire... Ouais, mais tu sais, c'est de la sémantique. C'est de la sémantique. Puis on passe bien trop de temps à parler de sémantique. Il y a des mesures là, pour combattre le racisme qui ont été annoncées là, par... je pense que c'est à Québec, mais aussi au provincial, sous toute réserve, récemment. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on veut. Là. Ben oui, mais c'est ça, exact. Good, arrêtons de nous obstiner, arrêtons de passer des heures et des heures à s'obstiner sur la terminologie. Utilise cette terminologie si tu veux, utilise-la pas si tu veux pas, si tu y adhères pas. Mais si on s'entend sur qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant puis progresser, thumbs up en Christ. C'est ça, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, mettons, selon ma personnelle définition de racisme systémique, parce qu'en même temps, il y en a autant que pluralité personne, de définition. Tu sais, mettons, c'est juste poser la question, es-tu désavantagé? Pars-tu qu'une prise au bâton, si t'es une minorité,
T'as-tu moins, tu sais, socio-économiquement, accès à l'emploi, accès à... Tout à fait. Puis, si la réponse c'est oui, ben... Je pense qu'il y a même beaucoup de gens qui refusent de prononcer les mots racisme systémique diraient oui à ta question. Tu poserais cette question-là. Même ça dérange même pas, dans le fond. On s'en crisse un peu, là, tu sais, dans l'idéal. Une dernière chose avant qu'on aille à un extrait de Laurent Turcot. Quand on l'a reçu, il y a moins d'1 an, la chaîne L'Histoire nous le dira avait 40 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, 162 000 abonnés. Incroyable. C'est la preuve que quand tu fais de la qualité, ça va être pick-up, man. Exactement. Quand tu fais de la qualité, ça va lever. Il y a plein de monde qui demande, mettons, hey, je veux partir telle affaire, ou mettons le monde qui nous parle de partir des podcasts. C'est comme, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est essaie que ton affaire soit de la bombe. Là. Mais oui, c'est ça. C'est dans le fond. Je suis aucunement surpris. Le gars, il est rigoureux, il est bon. Il connaît bien, il connaît bien, il a étudié les codes de YouTube aussi, qu'est-ce qui est trendy, tout ça, mais en le reprenant de manière intelligente, puis en l'utilisant de manière intelligente, puis il est constant, toute la recette du succès. Au final, man, quand tu passes... Quand tu prends, mettons, le même temps que tu as pris à faire un postdoc sur l'histoire de la Révolution française, mettons que tu prends tout ce temps-là à étudier les codes de YouTube, ça se peut que tu deviennes un pro. Là, ça se peut que tu sois capable de les connaître. Là. Lui, il a fait les deux. En fait, il a sûrement mis plus de temps sur ses essais. C'est sûr, mais dans le sens, c'est pas un gros dossier une fois que tu comprends. Une fois que tu mets du temps à comprendre les codes. Ah oui, c'est ça, exact. Ouais. Fait qu'écoutons cet extrait de Laurent Turcot. Extrait. C'est tellement intéressant de mettre les choses dans leur contexte, puis on dirait que ça rassure en quelque sorte, ou ça peut nous dépomper de certaines affaires. T'as raison là-dessus. Ça permet définitivement de mieux comprendre. Ouais. Ça évite de faire des jugements rapides. Tu sais, un chroniqueur dans le Journal de Montréal, pour ne pas le citer, Richard Martineau, qui, lui, fait des raccourcis et des amalgames. Souvent dans notre podcast. On n'est pas des fans. Là. Non, mais c'est l'incarnation parfaite de tout ce que tu veux pas dans la société. C'est-à-dire, oui, mais c'est vrai. C'est qu'il fait un jugement en partant de lui, indépendamment de la réalité ou d'un contexte. Tu te dis, oui, mais c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Pourtant, c'est une des personnes les plus lues au Québec. Fait que tu dis, comment tu fais pour t'opposer à des gens comme ça? Est-ce que tu le critiques? Ben non! Tu vas devenir une cible facile. Fait que moi, ce que je me suis dit, je vais éduquer à ma manière, où est-ce que les gens, quand ils vont travailler justement sur l'histoire de mes poils, puis Dieu sait que Richard Martineau, il a écrit des horreurs là-dessus, tu te dis, hey, dude, non seulement t'es dans les patates, mais ce que tu dis est faux, point final. Puis ceci est un mensonge, point final. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux faire, tu sais. Pas armer des consciences, mais développer cet esprit de « dude, c'est pas si simple que ça ». Tu sais, la fameuse zone grise dont je parlais, là, tu sais, quand tu arrives sur un sujet, si tu as une capacité à dire « Ah, moi, je suis pour ou contre », c'est peut-être que tu n'y as pas assez réfléchi. Moi, tous les sujets que l'on me présente, je vais dire « OK, je vais écouter », mais la vérité comme telle, là, est pas simple. C'est rarement simple dans notre société. Puis aujourd'hui, on veut des clips. Je le disais tout à l'heure. Bon, moi, je rentre dans ce milieu-là des clips, sauf que dans les clips, tu peux apporter une nuance. Tout à fait. Tu peux dire, ben c'est plus compliqué que ça, mais ce qu'on pourrait dire, tu sais, tu as toujours une manière de le faire. Mais encore une fois, il faut que tu aies l'expérience des médias, puis il faut que tu sois rompu à l'expérience. Puis ça, ben, vous le savez, hein, plus on en fait, plus on devient bon. Puis plus on fait d'erreurs, plus on est capable de retravailler ces erreurs-là. Puis il faut être capable de les voir aussi. Écoute, si je regarde tout ce que j'ai dit à la radio, à la télé, j'en ai fait, puis j'en ai dit des niaiseries. Puis c'est parce que je le sais que je fais attention, puis que je m'amende. Il y a des gens qui m'écrivent en disant « Ah, ce que vous avez dit aujourd'hui est faux. Avez-vous tel truc, tel truc? » Je fais « Écoutez, pardon, je ne l'ai pas vu. » Tu sais, faire amende honorable. Je ne pense pas que Richard Martineau, quand il écrit en disant « D'autres, t'es dans les patates, ce que tu dis est faux », il va dire « Écoutez, en effet, je me suis trompé. » Il ne va pas se rétracter dans un article. C'est ça la différence entre un esprit scientifique puis de l'opinion des gens qui vont s'exprimer sur un feeling. Je veux dire, un scientifique qui est réellement capable de mettre son ego de côté est heureux de se tromper, tu sais. Si ça peut le rapprocher de la vérité. Parce que la quête, c'est pas avoir raison ou gagner un débat ou quoi que ce soit, c'est la recherche de la vérité. Puis si tu t'es trompé, puis tu t'en rends compte, puis tu fais amende honorable, puis tu te rapproches de la vérité, ou si ton collègue, si toi tu publies quelque chose, puis ton collègue publie quelque chose d'autre qui répond à ça, mais tu te rends compte que c'est lui qui a raison, ben fine, la méthode scientifique aura prouvé, peut-être nous aura approché de la vérité, tu sais, puis la science aujourd'hui n'a pas réponse à tout. Non. Sauf que c'est souvent la réponse la moins fausse qu'on a. Puis il y a un élément
tu dis qui est aussi très important, c'est que dans l'espace en général, même dans l'espace privé, on n'a pas beaucoup de moments où on peut changer d'opinion sur quelque chose. Tu sais, il y a plusieurs personnes dans mon entourage avec qui je discute de choses en disant « Mon idée n'est pas faite là-dessus, je ne sais pas ce que j'en pense. Ouais. » Ou même, tu arrives avec une idée, tu l'as dit, puis tu fais « Hey, c'est donc ben niaiseux ce que je viens de dire. » Mais être capable de dire « Écoute, bon, c'est ta raison. » C'est pas à mode, ça. Non, mais... C'est plus à la mode d'avoir une opinion tranchée sur quelque chose. Il faut être capable de le faire. Tu sais, quand il y a eu l'histoire de l'appropriation culturelle, j'étais un petit peu remonté en disant, voyons, c'est plus compliqué que ça. Puis j'en ai beaucoup parlé avec une de mes amies, Manal Drissi, qui me disait, elle dit, ben non, elle dit, c'est comme si on racontait l'histoire des Noirs, mais c'est les Blancs qui le racontaient. Je dis, oui, mais tu sais, en histoire, on essaie d'objectiver notre subjectivité. Puis tu sais, j'étais arrivé avec mes affaires, on ne s'est pas confronté, mais on a comme pas trouver un terrain d'entente non plus, mais c'est comme une manière de dire, je sais pas si mon idée est bonne, je veux la tester avec toi. T'es-tu d'accord avec ça? Puis même toi, quand tu le dis, tu fais, hey, excuse-moi, je viens de le dire, puis j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Mais en le disant, des fois, la parole révèle le sens, pour le bon comme pour le mauvais. Fait que c'est pour ça que c'est bon. Tu sais, tu disais tout à l'heure, le cours de français 4, là, où on arrive, puis il faut exprimer nos idées. C'est très difficile d'arriver devant tout le monde parce que ça sous-entend qu'il faut que tout soit fini dans ta pensée. Moi, je suis désolé, ma pensée n'est jamais finie. Tu sais, on disait tout à l'heure, c'est un work in progress. Puis il faut se laisser cet espace-là. Puis c'est ce que vous faites ici, justement, l'espace de des longs moments de discussion. Parce que quand tu fais juste des petits trucs de 10 minutes, là, ben, moi, je vais arriver avec des idées qui sont ultra travaillées, bien, presque finies. Mais après 1 heure, là, ben là, tu rentres dans le territoire où je sais pas trop. Puis ce qui fait que pour ça que je déteste Richard Martineau, parce que moi, si tu me demandes, as-tu une opinion tranchée sur tout? Je vais te dire, es-tu fou, toi, Chris? Je suis même pas sûr d'avoir une opinion tranchée sur une seule chose dans ma vie. Puis ça évolue. À part que t'aimes pas Richard Martineau. Ça, c'est tranché. C'est assez tranché, effectivement. Très drôle. And we're back, baby! À chaque fois de pire en pire. Restons dans la même gamme de podcasts. Un de mes coups de cœur en termes de personnalité 2020, c'est... La gamme d'invités parfaits. Là. Ouais, c'était durant les élections américaines. Ouais. Où est-ce qu'on a reçu Frédéric. Ouais. Puis c'était débile mental. Ouais. C'est débile mental. Tu sais, il y a une autre occasion d'un gars qui... Frédéric Gagnon, pour ceux qui... Ouais. Tu sais, qui a passé une bonne partie de sa vie à s'intéresser puis à étudier un sujet vraiment précis, à l'enseigner aussi, puis à le communiquer dans les médias. Fait que là, il arrive ici, man. Ouais, c'est comme... un pro des pros, là. Ouais. Puis moi, ce qu'on savait pas, en fait, ni toi ni moi, avant qu'il arrive ici, c'est que lui avait fait sa thèse de doctorat en partie sur Joe Biden du temps qui était sénateur puis qui essayait de grandir dans le milieu politique. Fait que c'était la personne parfaite pour parler des élections. C'était bon l'histoire quand il l'a rencontré, puis qu'il a dit « Hey, j'ai fait un travail envoie-moi ça. Hey, envoie-moi ça, je vais le lire. Ouais, mais c'est en français. Ouais, c'est pas grave, je comprends le français. » Joe Biden. Ouais. Puis c'était un podcast fascinant. Tu vois que le gars, il connaît sa shit là, comme personne. Puis après ça, c'était drôle d'écouter. On écoutait la soirée électorale ensemble. C'est drôle de le voir, lui, là, qui est comme... tu sais, qui ponctuait, tu sais, avec la même vigueur. Oh, j'ai craché dans le plexiglas, mais c'est hot, ça. Putain, tu vois, c'est pour ça qu'il est là. J'aurais reçu direct d'en face. Fait que c'est ça, tu vois, avec la même vigueur qu'on avait, que lui avait quand il est venu nous voir sur le podcast, puis une conversation motivante, inspirante, puis fucking intéressante. Puis tu sais, encore une fois... Tu sais, je me souviens, il y avait un commentaire sur YouTube sur cette vidéo-là que je me souviens, puis c'était « J'ai jamais vu un gars parler de Trump puis de politique américaine de manière aussi impartiale. Puis c'est vrai parce que, tu sais, c'est tellement polarisant, la politique américaine, c'est tellement... Ça divise, ça crée des clans. Puis... lui-même le disait, là, it's a sports team. Là, c'est vraiment une équipe contre une autre. Tu cheers pour ton équipe. Canadien nordique. Puis c'est ça. Puis les autres, c'est des pas bons, c'est des pourris, tout ça. Puis là, lui qui arrive. Puis nous ici, quand même, la plupart du monde est anti-Trump là, au Québec, là, mettons, parce que c'est des valeurs qui sont peut-être plus éloignées de nos valeurs collectives là, moyennes. Fait que tu sais, nous,
on n'a pas la même vision de Trump qu'aux États-Unis, puis surtout évidemment qu'un républicain, là, qui est comme dans sa bulle d'information aussi, puis qui est des républicains de génération en génération. Mais là, lui arrive avec vraiment un regard objectif, puis c'était le fun de pouvoir parler de politique américaine sans que ça devienne émotif, sans que ça devienne à couteau tiré. C'était vraiment juste une analyse. Ben, voici ce qu'il a fait, voici ce que sa présidence représente, voici ce qui pourrait arriver s'il est réélu, de manière vraiment objective. Après ça, on peut tous tirer nos propres conclusions de genre si c'est une bonne chose ou non. Puis justement, moi, ce qui m'a marqué, puis là, c'est... Là, à ce moment-là, on ne savait pas si elle allait être réélu ou non. Maintenant, on le sait qu'il ne l'est pas. À moins que tout était une fraude et puis que finalement... Je pense que j'ai vu les stats, là, c'est genre sur ses poursuites en cours, là, c'est genre 1 contre 75 là, qui a été rejeté. Là. Puis tu sais, il parle de ce qui peut arriver s'il est réélu. Là, puis peut-être que ce sera l'extrait qu'on choisira. Puis tu sais, il dit, s'il est réélu, peut-être qu'on va voir apparaître une dynastie Trump, là, qu'après ça va être son fils ou sa fille ou son beau-fils qui va se présenter. Puis que là, ça va être... Genre, ça va devenir de génération en génération les Trump au pouvoir, un peu comme les Bush là, ont été, tu sais. Puis il dit, sa manière de faire de la politique, s'il est réélu, ça va comme confirmer que c'est une manière légitime de faire. C'est comme, on réappuie. Avant, je veux dire, on pouvait toujours se défendre qu'on savait pas exactement quel genre de président ça allait être. Mais là on a 4 ans, là, on l'a vu pendant 4 ans, tu sais, de tweets puis de moves un petit peu imprévisibles. Puis là, c'est comme, OK, ben ça, on en veut plus, là, tu sais. Puis après ça donne... Puis il disait, tu sais, il y a déjà d'autres politiciens qui se mettent à faire de la politique un peu dans ce style-là. Puis ça pourrait être quelque chose qu'on voit de plus en plus. On l'a vu ici, quelqu'un s'est essayé, là. Maxime Bernier qui s'est essayé de faire ça, mais il a été rejeté assez rapidement au Québec. Là. Au Québec, ça fly pas ici. Ça pogne pas encore. Dieu merci, là. Mais genre, fait que là, j'ai l'impression qu'on a évité une genre une pente glissante. Une pente glissante. Je pense que 2020, c'est l'année où est-ce qu'on évite les pentes glissantes, là. C'est comme de la gauche à droite, de tous les bords, là. Puis là, à chaque fois, il y a comme quelqu'un qui fait genre qui ramène la pente, là, tu sais. Le fameux, on en parlait avec Camille Roy, justement, qui est, je pense, le premier podcast de 2020 ou le deuxième. La fameuse ligne mince entre la dystopie puis l'utopie. Est-ce qu'on s'en va vers une dystopie ou une utopie? Puis on dirait qu'on est encore en train de chambranler, là. Puis moi, on dirait que cette élection-là, c'était comme l'espèce de... mettons, imagine, tu sais, les gars ou les filles qui font du cirque qui marchent sur un fer, là, puis qui tiennent un genre de long bâton, là, je sais pas exactement pour le ballon, j'imagine. Là. Les funambules? Ouais, les funambules. Fait que c'est comme, faut que tu imagines que chaque chose qui se passe, c'est quelqu'un qui met genre un petit poids sur un des côtés. Puis là, genre, on commençait à tendre calissement vers la gauche, puis le funambule commençait à manquer de pied, mais là, hop, on remet quelque chose, puis là, une fois que tu tombes, t'es tombé, là. C'est comme, comment qu'on reste de ce côté-là, là. Fait que j'ai l'impression qu'on a évité ça. J'espère, tu sais, mettons qu'on veut donner de l'espoir au monde dans cette fin d'année, là, justement, puis pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, j'espère que tout ce qu'on a vécu, puis tout le négatif, ben, ça va nous servir pour le mieux par la suite, puis qu'on va éviter ce genre d'affaires-là, puis qu'on va aller plus vers l'utopie que la dystopie. Trump a passé de quelqu'un qui était dans ma vie à tous les jours à quelqu'un que je vois pas. Tu sais, ça, c'est à quel point les médias ont tourné la page rapidement. Là, c'est comme, on le couvre. OK, il a perdu. Fuck this. Il est plus nulle part, là. Genre, il n'y a plus personne qui parle de lui sur mon Twitter. Avant, ce n'était que ça. Il n'y a plus personne qui en parle dans les médias. Avant, ce n'était que ça. C'est juste les médias, en général, même Fox News, là, genre, ils ont juste fait « Ah, OK, mais on ferme le chapitre puis on passe à autre chose parce que Chris, il est rendu irrelevant, là, tu sais. En une journée. Quand ça a été annoncé, là, c'est quand on ferme le fucking livre. C'est terminé. Là. Dieu merci. Ouais, Dieu merci. Fait qu'on va aller voir un extrait avec Frédéric Gagnon. Extrait. As-tu l'impression que cette élection-là est extrêmement décisive si finalement l'ère Trump va avoir été une aberration, une genre de parenthèse bizarre de l'histoire des États-Unis, ou s'il est réélu, une espèce de moment qui va complètement transformer le visage des États-Unis profondément, puis ça va être excessivement après ça difficile de revenir de ça.
Puis après ça, deuxième volet, comment, tu penses, dans 20 ans, on va percevoir la présidence Trump? On va-tu dire qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? Ou ça va devenir une normalité, ou ça va être un président comme un autre, finalement? Je pense que les 4 premières années de Trump nous ont montré ce à quoi pourrait ressembler la politique américaine s'il reste au pouvoir pour un long moment. Je pense que s'il est réélu pour 4 ans, sa vision de la politique américaine, ce qu'il a proposé, sa manière de faire, son côté, les attaques personnelles et tout ça, c'était là avant Trump. Mais avec Trump, c'est sur les stéroïdes. Et je pense que s'il est réélu pour 4 ans, il va inspirer justement d'autres jeunes républicains à faire la politique comme ça. Pourquoi? Parce que ça marche. On peut conclure que ça marche. Ça permet de gagner des élections, ça permet de tirer son épingle du jeu. Et on voit déjà des républicains qui tentent de faire la politique comme il l'a fait. Dans les publicités télévisées, on a vu toutes sortes de choses. Évidemment, c'est moins visible parce que ce sont des gens moins connus que Trump qui le font. Mais cette idée qu'on doit attaquer, cette idée qu'on ne doit pas faire de compromis et tout ça, c'est en train de... Le soufflet est en train de prendre, et encore plus qu'avant, parce que Trump, s'il gagne, va démontrer que ça peut être payant sur le plan électoral. Donc, ça fait une grande différence. S'il est réélu, s'il ne fait qu'un mandat, ben oui, on parlera peut-être un peu plus de cette présidence comme étant une parenthèse, ce vers quoi on aurait pu aller, mais on a décidé de faire autrement. C'est une bonne question. Puis pour ce qui est du regard historique, du regard qu'on va porter sur cette présidence-là dans 20 ans, ben ça, c'est drôle parce que des fois, les historiens, au début, disent ça a été une très mauvaise présidence, mais réévaluent après coup. On peut penser à George W. Bush. Bon, maintenant, on le compare à Trump, c'est sûr qu'il paraît peut-être mieux que Trump pour ceux qui étaient critiques de ces deux présidents-là, parce qu'on va beaucoup plus loin avec Trump encore. Mais je pense que dans 20 ans, il y a quand même des gens qui vont dire que ce président-là a été le meilleur président de l'histoire. Ouais. Ses partisans sont convaincus qu'il est le meilleur président que les États-Unis ont eu, même dans toute l'histoire de ce pays-là. Même Trump le dit lui-même. « I'm the best. » J'ai plus fait pour les Afro-Américains qu'Abraham Lincoln. Ouais. Et il y a des gens qui sont convaincus de ça et qui vont rester convaincus de ça. Peu importe ce qui se passe, je pense. Pour les raisons qu'on a évoquées tantôt, les juges à la Cour suprême, c'est un bon exemple de ça. S'il est réélu pour 4 ans, ça fait une grosse différence, je pense. Ça fait une grosse différence. J'ai le feeling avec la dernière année, puis tout ça, pour reprendre encore une fois l'analogie que tu disais d'étirer la démocratie, moi j'ai le feeling que s'il est réélu pour 4 ans, il va essayer d'être réélu encore pour 4 autres années. Là, il va faire un Poutine. Genre, ben oui, là, tu sais, genre, il est tellement... On dirait que c'est tellement possible dans ma tête quand je vois qu'en ce moment, ce qu'il est en train de faire par rapport aux élections puis à discréditer tout ça, je me dis, ça me surprendrait même pas que s'il est réélu dans 4 ans, il fasse « Hey, je peux rester encore 4 autres années. » Ouais, il joue un petit peu cette game-là aussi. Des fois, sur Twitter, tu le vois. Là, Campagne électorale, genre Trump 2024. Ouais. Tu sais, il fait juste poster ça, juste dire ça. C'est juste comme placer tranquillement des pions. Là. Mais il y a un cadre constitutionnel quand même qui dit que le président ne peut pas faire plus que 2 mandats consécutifs. Il y a aussi les élections devraient être finales. Ça, c'est aussi dit. Là. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 74 ans. Ouais, donc, il y a une limite à ce qu'il peut faire lui personnellement. Mais il ne fait pas de sport, lui. Fait qu'il rallonge sa vie. C'est ça. Mais ce que je dirais, c'est que s'il est réélu pour 4 ans, là, je pense qu'on peut peut-être commencer à se dire qu'il pourrait y avoir une dynastie Trump aussi. Parce que, je le disais un peu tantôt, puis c'était pas nécessairement à la blague que je le disais quand je parlais de Donald Trump Jr. Je pense que c'est quelqu'un qui a des ambitions politiques. Si son père perd l'élection de 2020, ça devient un petit peu plus difficile pour les Trump de continuer à surfer sur l'idée qu'ils sont les gens de la situation en ce moment. Mais si Trump gagne l'élection de 2020, moi, je pense que son fils pourrait être tenté de poursuivre sur sa lancée après ce deuxième mandat-là. Donc, ce serait peut-être pas Trump lui-même qui serait là, mais on serait un peu dans la même dynamique. Et je sais pas si vous avez vu Donald Trump Jr., mais c'est vraiment comme son père, mais peut-être encore exposant. Encore 10, pire quasiment. Dans les attaques personnelles. C'est vraiment un discours pour la base. Là, et pour la base de la base.
Et ce que je dirais par rapport à Trump, c'est que s'il est réélu, il aura l'impression d'avoir le mandat de continuer ce qu'il a entamé pendant 4 ans. Et je pense qu'il va y aller encore plus à fond de train. D'autant qu'il n'aura pas le stress. Il n'y aura plus d'élections à être élu Exactement. après. Il n'y aura pas le stress d'être élu après. Bon, peut-être qu'il pensera à l'avenir politique de son fils rendu là, on verra, mais je vois pas pourquoi. C'est quelqu'un qui n'a pas changé de ton ni de discours en 4 ans et demi, en 5 ans, si on inclut les mois où il a pensé se lancer dans la campagne présidentielle en 2015. Là. S'il est réélu, pourquoi il changerait? Il ne changera pas. Il y a eu le virus, puis il n'a pas changé. Il ne changera pas s'il est réélu. Je pense que ça va être peut-être encore plus affirmé que ce qu'on a vu durant les 4 premières années. Douloureux, ça. C'est pas agréable. J'espère qu'on n'a pas d'autres extraits après parce que j'exagère à chaque fois. J'espère que, man, faut jamais que tu sois chanteur d'un band de métal, là, genre, parce que ça serait le band le plus strident de l'histoire. Tu penses que ça, c'était ma voix de chanteur de métal? T'as rien vu? Un autre podcast qu'on pourrait parler, en fait, c'est probablement le podcast, tu sais, justement, je te disais, tu sais, j'ai posé la question à nos abonnés. Salut mes followers! Sur c'était quoi leur coup de cœur, puis tu sais, les gens ont sensiblement les mêmes coups de cœur que nous, beaucoup qui ont sorti, mais un nom qui est vraiment beaucoup sorti, c'est le podcast avec Maïté Saganache, qui était vraiment un autre podcast vraiment à propos au niveau du timing, au niveau de l'ère du temps, de 2020, des revendications sociales. Justement, 2020, c'était une année de podcast plus social. Puis ça n'était vraiment un bon, tu sais... vraiment impressionnante, Maïté. J'ai écouté encore aussi des extraits, puis elle maîtrise encore une fois son sujet du bout de ses doigts. Puis elle a trempé dans cet univers-là de la politique avec son père. Elle nous a parlé de l'extrait, ça c'est drôle. Que son père, il dit fuck you au président. Il dit quand est-ce que Trudeau va avouer qu'il doesn't give a fuck about indigenous people. Puis il était là, vous avez jamais vu cet extrait-là? J'étais allé l'écouter tantôt. Oh man, c'est bon. Là. Après ça, il faut qu'il s'excuse. Ben, genre, il s'est fait demander de s'excuser, puis il fait excusez-moi, mais je suis pas capable. T'sais. Mais man, en chambre, genre, Trudeau doesn't give a fuck about indigenous people. Aïe, aïe, man, c'est bon. Mais moi, c'est. Tu sais, ce qui m'a marqué, je pense, de cette conversation-là, peut-être c'est l'extrait qu'on choisira, c'est. C'est la question des pensionnats. Je pense ça, c'est une décollissante. Qui est une page très sombre de notre histoire. Puis qu'on disait avec elle, on a quasiment, toi tu disais, je n'ai jamais entendu parler avant l'université. À quel point c'est quelque chose qu'on essaye d'occulter dans notre mémoire collective. Là, ça n'a aucun sens. Puis, man, les cours d'histoire, ça, c'est la chose qui me décollisse le plus. Les cours d'histoire à l'université, c'est genre. Fait que ça, c'est des maisons longues. C'est que j'en ai-tu rien à coller, man? Ça, je vais apprendre à propos des maisons longues quand je vais m'intéresser vraiment à la culture, mais parle-moi pas de ça, man. C'est pas, l'histoire là, des Autochtones au Québec, c'est pas ça, man. C'est pas les maisons longues. Oui, ça fait partie de la culture, mais l'histoire, c'est... On est arrivé ici, puis on les a tous tués, là. Puis genre, c'est ça qui s'est passé, là. Avant les maisons longues, tu sais, où les maisons longues étaient là avant que ça se passe. Mais il me semble, en ordre de priorité, de pourquoi il n'y a plus de maisons longues ici en ce moment, il faudrait peut-être parler de pourquoi, là, tu sais. C'est parce que si on en parlait, justement, on parlait de racisme plutôt, puis si on en parlait de cette histoire-là, de ce côté plus sombre, ça permettrait de comprendre les problématiques que maintenant ces communautés-là vivent, là. Au lieu de juste dire, c'est des ci, c'est des ça, ou ils font ci, puis comme sous-entendre que c'est de leur faute, man. Non, genre, ils étaient bien, eux autres, là, dans le genre. Ils étaient bien en crise, là. Ils étaient bien, la manière qu'ils vivaient, là, avant qu'on arrive, là. Tout allait bien pour eux autres, là. Fait que, mais tu sais, puis justement, tu sais, encore une fois, Maïté, elle disait, tu sais, c'est l'histoire très récente, là. Le dernier pensionnat, je pense qu'elle disait c'est 96. Même 96, on était là. On était là. On était là. Elle dit, mon père a passé 10 ans en pensionnat, il n'est pas capable d'en parler sans pleurer. Puis, fait que c'est pas une espèce d'affaire lointaine. Là, c'est ultra concret. C'est pas en 1800. Puis, mettons, Maïté, même si elle-même n'est pas allée au pensionnat, les pensionnats l'affectent directement. Là. Directement, parce que là, c'est
son père, c'est ses oncles, ses grands-parents qui ont vécu ce traumatisme-là. Puis un traumatisme, je veux dire, après ça, elle appelle ça le traumatisme intergénérationnel. C'est comme tu le transmets. Là, je veux dire que si tu as eu un manque, si tu as eu un traumatisme, après ça, ça se peut que tu aies des lacunes là, dans la manière que tu éduques tes enfants ou que tu sais. Fait que c'est ça, c'est une douleur, puis c'est une souffrance qui se transmet. Puis je trouvais qu'elle exprimait vraiment bien, puis que ça permettait vraiment de comprendre, premièrement, mieux cette réalité-là, puis cette communauté-là, puis cette souffrance-là là, qu'ils ont vécu. C'est clair. Moi, un moment fort de ce podcast-là, c'est quand je lui ai demandé qu'est-ce qui s'en vient pour toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Puis sa réponse a juste été, j'aimerais vraiment ça me rendre à un point parce que j'ai plus besoin de parler de ma culture, mais je pourrais juste la vivre. Ouais. Puis ça m'est resté crissement. Ouais. Comme dans le fond, man, la revendication des peuples autochtones, c'est juste en ce moment, mettons, c'est comment qu'on fait pour réparer tout ça. Là. C'est juste, crissez-nous la paix. On veut juste vivre bien, genre. Crissez-nous la paix, man. Ouais. Genre, c'est tout ce que je veux, man. Acceptez les torts que vous nous avez faits, puis crissez-nous la paix. Laissez-nous nos terres, puis crissez-nous la paix. Ouais, man. Extrême, man. Extrême Haïti. Extrême Haïti. Puis je pense que les gens ne réalisent pas non plus que c'est pas dans le passé. Mais non, c'est ça le pire. Il y a des vidéos. Tu sais, il y a encore des vidéos, puis de somme toute bonne qualité, là, tu sais. Mais le dernier pensionnat qui a fermé, c'est 96, right? Oui, exactement. Je m'en souviens, 96, j'ai des souvenirs de 96. Tu sais, ça, justement, parlons justement des pensionnats, parce que moi, ça me terrifie. L'idée que j'ai jamais entendu parler des pensionnats jusqu'à l'université. J'ai fait mon cégep, là. Jusqu'à temps que j'arrive à l'université où est-ce que j'avais un cours de littérature engagée, puis c'est une des étudiantes qui a parlé de ça. Là, moi, j'ai entendu comme, tu sais, les histoires de viol, les histoires d'enlèvement, les histoires de disparition complète, l'idée d'assimiler complètement une culture. Tuer l'Indien au cœur de l'enfant. Ouais, c'est ça que tu dis exactement, c'est ça. Puis moi, j'ai appris ça, puis la fille dans le cours, je me rappelle, elle parlait de ça comme si c'était une connaissance, tu sais. Mais je veux dire, j'ai fait quand même des études, j'ai passé à travers tout mon processus primaire, secondaire, collégial, sans jamais entendre parler de ça. Ouais. Fait que les pensionnats, en fait, c'était... peux-tu nous en parler? Pour les gens qui écoutent, qui, comme moi, peut-être sont juste pas au courant que ça s'est passé ici, que ça existait. Ça a été pendant une centaine d'années. Puis ça a été c'était vraiment une politique d'assimilation, en fait, pour assimiler les Autochtones, en fait, pour les rendre civilisés. Puis, tu sais, les gens pensent que c'est vraiment loin, mais moi, mon père a passé 10 ans dans les pensionnats, mes tantes, mes oncles. J'ai même un oncle qui est mort au pensionnat, ça a pris 40 ans avant qu'on sache qu'il était enterré où. Ah ouais? Oui, il n'y en avait pas. Puis on a été chanceux parce que la dame qui l'a vu sur son lit de mort, elle savait à côté de qui il était enterré. Ouais. Parce qu'elle dit, je m'en souviens, ils l'ont enterré à côté d'une dame du village qu'on connaissait. Mais il s'était pas marqué rien. Donc, puis il a fallu ramener... Ma tante elle était journaliste à CBC pendant 40 ans. Puis c'est elle qui a ramené les images à ma grand-mère. Puis ma grand-mère, c'est kind of closure, ça fait... C'est un deuil, mais... Puis on lui a demandé... La famille a demandé, est-ce que tu veux qu'on rapatrie le corps? Puis elle a pris une pause, puis elle a dit non, je sais qu'on va se rencontrer encore un jour. Puis ma grand-mère est décédée il y a 1 an. Fait qu'elle est retournée avec son fils. Exactement, oui. Ouais. Mais les gens pensent que c'est dans les années 1800, puis les fous de gens noir et blanc, mais c'est somme toute récent. Mais non, vraiment, c'est ça. Puis on te sent juste à relater cette histoire-là que ça te rend fébrile, là, tu sais. Je veux dire, ça te rend... Parce que, en tout cas, je veux dire, premièrement, on commence le podcast, mais je pense qu'on doit quand même merci de venir ici puis d'avoir la force puis le courage puis la patience aussi d'en parler, parce que, tu sais, ça doit pas te tenter tout le temps
de parler de cette histoire-là. C'est sûr, mais tu sais, quand mon père a été 8 ans au Parlement, puis à chaque fois, le parti lui demandait de faire des commentaires là-dessus ou quand il y avait des questions là-dessus en chambre, de les adresser. Puis je pense que c'est pas aux survivants de faire ça. Ils ont déjà assez souffert de vivre cette expérience-là. Je pense qu'on peut les laisser tranquilles. Fait que moi, j'essaie de faire ça pour ma famille, j'essaie de faire ça pour mon père parce que moi, je vois mon père à chaque jour de commémoration, ça s'appelle Orange Shirt Day. Puis c'est la journée nationale pour se commémorer des survivants. Puis mon père, il est en larmes à chaque Orange Shirt Day. Puis moi, faut que I have to piece my dad back together, mais je sais pas toujours comment faire. Parce que ce que ça a fait les pensionnats aussi, c'est que ça a créé une cassure dans les communications, dans les moyens de communication, en fait. Ces gens-là ont grandi dans la souffrance, ont grandi dans la violence, puis n'ont pas eu ces enseignements de base-là de comment communiquer non plus. Oui, c'est ça. Fait que mon père, tu sais, des fois, je voudrais qu'il me dise comment faire, mais il est pas capable. All right. On est de retour. And we're back. And we're back, baby. Là, le podcast doit commencer à être long. Fait qu'on long. On va faire une couple de petites mentions honorables. On est allé un petit peu freestyle sur ce qui est venu, mais il y en a plein d'autres qui ont plein d'autres bons podcasts. Honnêtement, il n'y a pas de podcast. Cette année, il n'y a pas de podcasts qui m'ont déçu. Non, c'est ça. Tu sais, les podcasts... C'est nous, on a nos préférences, mais des fois, même les préférences du monde oui, tout à fait. sont pas les mêmes. Mais tu sais, il n'y a pas une discussion que je regrette d'avoir eue ou que je me dis, hey, c'était vraiment pas pertinent. Chaque personne avait quelque chose d'absolument unique à nous partager. Puis c'est tout le temps intéressant. Puis c'est tout le temps, on grandit tout le temps à chaque fois. Fait que on pourrait mettre des extraits, puis on pourrait parler de tous les podcasts finalement. Là, mais on n'a pas le temps de le faire. Exact. Mais mettons, vite de même, là, tu sais. Je pense qu'un des premiers, on a parlé brièvement tantôt, le podcast avec Émile Roy pour parler d'environnement. Ça a été comme vraiment un condensé de facts sur l'environnement. C'était vraiment, vraiment super. Le gars, il connaît ses affaires. Il fait beaucoup de recherches avant ses vidéos, c'est pour ça que c'est de la qualité de même. Puis c'est un influenceur de qualité. Exact. Il influence la qualité. Après ça, t'en as-tu, toi? Moi, il y a Gabriel Ladoucebois qu'on l'a reçu pour la deuxième fois, pardon. Moi... Et Gab, maintenant, tu sais, au début, la première fois qu'on l'a reçu, c'était le deuxième podcast du Sans Filtre. On n'avait pas une relation cordiale tant que ça avec. On le connaissait, en fait, à proprement dire, pas. Fait qu'il est arrivé un petit peu plus en mode politicien. Là, on le connaissait, tu sais, on se parle off-cam quand il vient ici, tu sais, fait qu'on a une relation avec lui. C'était beaucoup plus laid-back, beaucoup plus... amical, tu sais. Puis je comprends absolument, tu sais, quand tu connais pas des gens, t'arrives pas à laid back. Fait que, tu sais, puis moi, une des affaires, en fait, puis en ce moment, c'est ce que je trouve qui est tough avec la situation politique au Québec, c'est que moi, je trouve que ça manque de charisme. Puis ça manque de quelqu'un qui donne envie de le suivre, tu sais. Puis, tu sais, le gars, c'est un gestionnaire, tu sais. C'est beaucoup plus un gestionnaire qu'un leader, tu sais. L'autre jour, je me rappelle plus, on était ensemble, on écoutait la télé, on a vu, il s'est mis à parler, man, puis on s'est mis à rire, là, tu sais, juste à cause de qui il est, là, tu sais, puis de... Alors, man, puis là, c'est comme, il y a pas... Puis Gab, il dégage ça, tu sais. Puis on l'a vu pendant le printemps érable, tu sais. Nous autres, on était dans les rues, puis on le suivait, là, dans le fond, là, tu sais. Prouvé, man, ce gars-là, à 21 ans, qui était un bon leader, pour utiliser un terme... Un terme mais tu sais, clairement. Qui était capable justement de galvaniser une population, puis de faire justement le suivre pour une cause, puis pour des idéaux. Puis c'est vraiment. Moi, tu sais, il y a une raison pourquoi je vote pour Québec solidaire, puis c'est pas nécessairement parce que je suis en accord avec toute leur politique, mais c'est clairement parce que je veux quelqu'un comme ça qui me donne envie de le suivre. Puis même, je suis sûr que Gab, il n'est pas d'accord avec toutes les politiques de Québec solidaire, mais que c'est un parti, fait qu'il faut ramener que tu endosses le biais du parti. T'sais. On a parlé avec lui, justement. Si tu t'attends de trouver un parti avec lequel tu vas être 100% d'accord sur tout, chacun va avoir son propre parti, parce que ça n'existe pas. T'sais. Exactement. Fait que tu trouves le parti avec lequel tu as le meilleur dénominateur commun.
puis t'embarques dans ce train-là. T'sais. Exact. Fait que moi, quand je viens pour voter pour un leader, c'est pas mal pour Gab que je vote, mettons. Ouais. Plus que pour Legault. Mais c'était vraiment un bon podcast. Puis à ce moment-là, on a fait une espèce de tour d'horizon de l'actualité. Puis de. L'économie, 360 au Québec, ça. L'indépendance économique du Québec. Oui, on a parlé de ça. On a parlé, c'était vraiment, justement, on était en pleine pandémie, en plein soulèvement social sur plusieurs causes. C'était vraiment intéressant de parler de ça. C'était vraiment hot, de façon laid back, casual. Puis avec un gars qui a réfléchi à toutes ces questions-là beaucoup c'est ça, avant. Tu l'amènes sur n'importe quelle question d'actualité ou de n'importe quel débat, puis c'est ça, il a déjà réfléchi. Il serait pas très bon à sa job s'il était pas capable de répondre à n'importe quelle question. Il a déjà réfléchi, fait que tu sais, c'était vraiment... Mais il est fascinant à voir aller, en fait, à quel point... Tu sais, c'est le genre de gars que tu poses une question, puis il va dire 3 points. Puis là, ça va être sujet amené, sujet divisé, sujet posé, conclusion. Lui, ça devait pas être trop chiant et faire une dissertation à l'école. Non, man, vous avez 8 pages de dissertation, genre, je peux-tu la faire pendant la pause? Tu sais, le monde qui, c'est ça, c'est tellement organisé dans leur tête, puis c'est tellement clair, puis c'est tellement... Tu sais, que leur speech est une dissertation tout le temps. Moi, ça m'impressionne vraiment. Là. Ouais. Autre mention honorable? Mention honorable, je dirais Alice. Alice Paquette, je pense, une mention honorable. Je pense que, tu sais, il y a certains, encore une fois, la catégorie podcast, disons, mettons, social, tu sais. Webster s'est démarqué, Maïté s'est démarqué. Puis, c'est un autre sujet, mais Alice s'est démarqué, puis les gens aussi l'ont dit sur les réseaux sociaux, puis... Tu sais, je l'ai trouvée vraiment rigoureuse, préparée. Tu sais, on n'était pas que dans l'expérience puis dans le ressenti. On était aussi dans les faits puis dans la nuance aussi. Tu sais, quand on a parlé de cancel culture puis de réhabilitation, tu sais, je pense que c'est important d'en parler. Puis je pense que c'est important que ça soit possible, mettons, pour quelqu'un qui a commis des actes... répréhensible, mettons quelqu'un qui a été callé out, qui a une réhabilitation possible. Puis tu sais, c'est la première fois que quelqu'un me parlait du concept de justice réparatrice. Là, tu sais, je trouvais ça super intéressant. Puis d'ailleurs, on commence à voir justement je trouve qu'on commence à voir l'espèce de travail de justice réparatrice qui est fait. Tu sais, mettons... Alex Nevsky, d'ailleurs. Exact. Justement, cette semaine avec Alex Nevsky, que tu sais, les deux camps disent on s'est parlé, on s'est réconcilié, on est correct, puis nous autres, on arrête d'en parler. Tu sais. Genre, je trouve ça le fun de voir qu'il y a eu acte, mettons, il y a eu problématique, il y a eu dénonciation, il y a eu travail, puis il y a eu réconciliation. Tu sais. Puis ça, je trouve ça vraiment beau de voir qu'on est capable de se rendre à ce point-là de réconciliation. On tourne la page, on passe à autre chose. Tu sais. Fait que ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'on ait pu aborder ces sujets-là, tu sais, qui sont souvent touchés. Oui. Puis dans le même ordre d'idée, peut-être pour finir, là, à moins que tu en ailles après, mention spéciale à une des personnalités web qui a eu le plus de présence dans les derniers mois, puis c'est Juliette Bélanger-Carpentier. Ou Bélanger-Carpentier? BG, je pense. Juliette Bélanger-Carpentier. Non, BC, en fait. BC. Ouais, BC. Bélanger-Carpentier, BC. Qui est aussi impeccable sur le podcast. Là. Elle est arrivée ici avec toute sa connaissance, puis elle nous a, elle aussi, dans la nuance, on a eu cette discussion-là qui était ultra à point puis ultra pertinente au moment où est-ce qu'on l'a eu. Puis en fait, je dis une des personnes web les plus recommandées de 2020, c'est parce que chaque fois qu'elle fait une publication, c'est tout le temps extrêmement on point. Fait que c'est tout le temps partagé par des centaines de personnes. Une personne super cool à suivre, qu'on a eu extrêmement du plaisir à recevoir sur le podcast. Rapido, juste pour pas que ça passe, j'ai rentré sur le podcast sur Adib. J'ai trouvé quand il parlait, tu sais, de quand tu deviens connu, d'essayer de faire l'effort conscient. De pas utiliser ton pouvoir. De rester groundé, de pas utiliser ton pouvoir en mauvais escient. Puis de lui qui chill encore avec ses amis du secondaire ou du temps qui sont zéro connus, tu sais. Je trouve ça vraiment ça le fun de ce gars-là qui est vraiment vraiment terre à terre, puis qui fait l'effort conscient justement de
de le rester. Ouais. Rapido, Jeff Yates, je trouve vraiment que c'était un bon podcast. Je l'ai croisé à Verdun l'autre fois. C'est vrai? Jeff. Il m'a regardé, je suis pas sûr qu'il m'a reconnu. Ah ouais, c'est vrai? J'étais comme en charge, j'ai passé à côté. C'est encore une fois un genre d'invité expert à un sujet, tu sais, qui s'exprime bien, qui est bon, puis qui nous aura permis de comprendre. Moi, je comprenais pas vraiment c'était quoi le mouvement QAnon avant qu'il nous l'explique, puis c'est pas le podcast qui donne le plus espoir, mettons, là, parce que... Non. Mais je trouvais ça drôle parce que j'ai réécouté justement des bouts à matin, tu sais, puis on a parlé, mettons avec Webster, on disait là, man, on sent qu'il y a une guerre civile qui s'en vient avec Jeff Yates. Hey man, là, on sent qu'il y a une guerre civile là, imminente. Ouais. Puis là, finalement, peut-être qu'on l'a échappé. Je veux dire, je pense qu'on a réussi à l'éviter. Ouais. J'ai pas l'impression finalement qu'on s'en va vers une guerre civile, mais à un moment donné, man, tu sais, c'était tendu à ce point-là. Moi, je pense que c'est les médias qui ont réussi à faire mourir ça dans l'œuf. Parce qu'il aurait suffi, mettons, que Fox News se campe pour de vrai, là. Il aurait fallu qu'un des médias aux États-Unis se campe pour de vrai dans une position suite à l'élection, là, de quoi comme c'était une fraude ou whatever, là, puis que là, il fait cette information-là, puis ça aurait pu déraper. Mais là, comme on disait tantôt, le monde a tellement fermé le livre rapidement. Là. La journée où ça a été annoncé que Biden avait gagné, c'était terminé. Ouais. Puis il n'y a personne qui a mis de l'huile sur ce feu-là, ça a juste... Ouais. En fait, les médias ont été vraiment plus responsables que le président des États-Unis, mettons. Là. Ouais. Ouais. Puis dernier, mettons, je dirais Rose Aimée, qui est juste... Rose Aimée est impeccable. Elle est trop forte, là, elle est tellement brillante, elle s'exprime tellement bien. Puis, c'est le fun de pouvoir parler avec quelqu'un d'aussi brillant, puis une féministe, mais de sexualité de manière vraiment ouverte. Puis, c'était drôle. Là. C'était juste toute la conversation autour des pick-up artists, puis... sa conversation téléphonique avec le pick-up artist qui disait toi t'es une féministe de type 3 puis c'était juste trop comique là. Fait que ça c'était un vraiment bon podcast aussi, je pense, avec Rose Aimée. Clairement. C'est un wrap-up pour notre année. Ouais. On remercie tous les auditeurs du Sans Filtre. Si vous étiez pas là, on serait pas là. Tout à fait. Ça c'est clair. On remercie tout le monde au studio. Quand on dit toute notre équipe au studio, c'est Nicole qui a eu une année record. On est rendu 150 au studio. C'est ça. Clairement, merci Nicole pour la belle année du Sans Fil podcast. C'était tout le temps impeccable, tout le temps une pointe, puis tout le temps aussi vraiment facile à booker dernière minute. C'est comme là, on peut-tu faire ça demain? Ouais, no stress, je suis là les gars. Ben, j'en avais déjà parlé, mais de toute façon, à cette heure, je vis quasiment ici. Fait que, c'est pour ça, on a bien fait d'acheter le futon. Ouais, c'est ça. Merci Nicole, vraiment. Pour vrai, t'es un pro. Tu fais une job impeccable, pour vrai. Ouais. Ben, j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Puis... mais si t'étais pas là, on pourrait pas faire ce qu'on fait. Ben non, c'est sûr que non. Si t'étais pas là, on serait dans le trouble. Ben merci. C'est vraiment gentil. Mais moi je vous retourne à pareil aussi. Je vous trouve vraiment excellent comme podcast. Puis souvent, en fait, le monde me demande, en fait, souvent, c'est quoi, genre, c'est quoi qui fait un bon podcast et tout. Puis je suis comme, écoutez le Sans Filtre, là, n'importe quel épisode. Non, mais pour vrai, puis je dis ça, là, je suis vraiment, vraiment honnête, là. Je dis, écoutez n'importe quel épisode du Sans Filtre avec un invité qui vous allume un peu, là. Ouais. Puis avec votre podcast, je trouve que vous êtes assuré d'avoir un niveau de qualité, là, tu sais, comme minimum, là, tu sais. Un genre de seuil de qualité comme qui est comme certifié sans filtre. Certified! Non, mais c'est ça, mais c'est ça. Vous êtes vraiment, vraiment des estis de bons podcasters. Ben, merci. J'en vois énormément. J'en écoute en crise les podcasts. Non, j'en écoute vraiment, vraiment beaucoup. Puis je le pense encore, là, tu sais. Fait que... merci, man. Pour vrai... merci beaucoup, man. Yes. Fait que, encore une fois, merci à tout le monde qui nous écoute. Puis on vous souhaite une bonne année. On souhaite un 2021 rafraîchissant. J'ai besoin en crise. Prenez soin de me rafraîchir. Gérez bien votre stress. Ouais. Puis rock on. Rock hard.